Merci d'être là, si nombreux, c'est vraiment chouette de voir autant de monde ce soir. Donc on vous remercie pour votre présence de la part de Bulle Débat et de la part des sections gruyériennes des partis politiques. Donc ce soir avec moi Jean Godel, journaliste à la Gruyère, qui animera les discussions. Et Claire Paquier, mais si moi j'ai pas le micro qui marche, voilà. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Gabriel ici. Ça marche toujours. Ah voilà, ça marche. Et donc Claire Paquier, ma collègue de La Liberté, journaliste à La Liberté, ex-journaliste de la Gruyère, j'ai oublié de vous dire. Donc ce soir, pour ce faire, nous accueillons les 5 candidats à la préfecture de la Gruyère pour débattre de 4 thèmes. Jeunesse et culture d'abord, institutions, santé et vieillesse, et finalement aménagement et tourisme. Donc passons aux présentations. Je vous présente d'abord Vincent Bosson, lieutenant de préfet à la préfecture de la Gruyère. Il se présente sous les couleurs libérales radicales, il a 43 ans, il est marié et père de 3 enfants. Il est avocat de formation et il a été membre du conseil général de RIA qu'il a également présidé. Ensuite, nous avons Daniel Savary, membre du Parti vert libéral. À 52 ans, cet habitant d'Avril-Vampon est en couple et père de 2 enfants. À la ville, il est architecte et administrateur d'établissements publics, dont le 3e juste à côté. Il a été conseiller communal à Pont-en-Augo lors de la précédente législature. Je prends le relais, on n'a pas fait par ordre alphabétique, mais c'est parce que simplement il a pris d'abord ses 2 candidats, puis moi je prends les 3 miens, c'est pour ça. Mais on n'a pas respecté l'ordre alphabétique. Alors moi je vais quand même respecter l'ordre alphabétique. Jean-Pierre Douta, 62 ans, 63 le 18 décembre, mais ça sera une thématique de la campagne, donc je dis tout de suite. Marié, 3 enfants, alors évidemment pour lui ça sera plus long, parce que évidemment maître ébéniste, chef de 2 entreprises familiales dans le bois, formateur d'apprentis, enseignant au cours de maîtrise fédérale d'ébénisterie et menuiserie dans 15 ans. Plus long parce que beaucoup de politiques déjà à son actif, conseiller communal de Gruyère depuis 1991, syndic depuis 2006, député depuis 2011, président de l'Union fribourgeoise du tourisme entre nombreuses autres associations et fondations, membre du comité de l'ARG, l'association régionale de la Gruyère, et puis, j'ai oublié de dire bien sûr, démocrate chrétien, le centre, on dira quand même encore ça. Gabriel Colli, 39 ans, UDC, maître agriculteur, technico-commercial à l'Union des fédérations agricoles depuis 2007, c'est ça. Responsable du secteur pour la Suisse romande depuis 2019. En politique, il est conseiller communal de Corbière depuis 2013, syndic depuis 2016, député depuis 2011, membre de la commission des finances et gestion depuis 2015 et puis président du l'UDC de la Gruyère depuis 2017. Enfin, Grégoire Koupski, 30 ans, Parti socialiste. Brevet d'avocat, après bien sûr son master en droit à l'Uni de Fribourg. Il a travaillé 1 an comme juriste au sein de la préfecture de la Sarine et collabore désormais au secrétariat d'État aux migrations à Berne en tant que chef de section suppléant et bien sûr membre du Grand Conseil, député et vice-président, ça j'ai pas vérifié mais c'est ça, un vice-président du parti cantonal. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on voulait proposer aux candidats de répondre à une petite question. Donc Jean, tu as le chapeau qui est à côté de toi. Je te laisse faire passer le chapeau et les candidats vont pouvoir tirer au sort un petit ticket. Réponse brève bien sûr et puis bon, on commence comme ça. C'est pas une question de culture générale, c'est surtout une question personnelle qui a lien avec la jeunesse, leur jeunesse, puisqu'on est ici à Ébullition et que c'est Bulle Débat, donc un groupement de jeunes politiciens qui co-organise la soirée. Voilà. On commence par le plus jeune. Grégoire. Quelle est la question? Une erreur de jeunesse. Alors, une erreur de jeunesse, je pense que ça a été un certain Micro. Plus fort. Ah oui, là. En plus, j'ai oublié de vous dire, le débat est enregistré et filmé et il sera mis en ligne sur Facebook, sur le site de la page Facebook de Bulle Jeunesse. D'où l'importance de parler dans le micro. Donc, moi j'ai la chance de dire quelle est mon erreur de jeunesse, qui est un peu piégeux, mais je pense que je dirais c'est un giron à Estavanance où j'ai un peu mal fini, pour être honnête. Merci.
Alors, pour l'âge, si je ne me trompe, c'est Gabriel Colli. Alors, si vous aviez à nouveau 20 ans pour une journée, que feriez-vous? Eh bien, je refêterais mes 20 ans. Vincent Bosson, il me semble. Un conseil aux jeunes présents dans la salle. Alors les jeunes présents dans la salle ont effectivement beaucoup souffert du Covid pendant une année et demie. Alors le conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas déposer les plaques, continuer à avancer, continuer à la créativité, faites des choses comme vous le faites ici. À Ébullition, ça vaut vraiment la peine. Et finalement, Jean-Pierre Pouta. Ah non, pardon, Daniel Savary, excusez. Voilà, la chanson qui vous a accompagné dans votre jeunesse, bon, il y en a plusieurs. Moi, j'aimais bien écouter Renaud quand j'étais jeune. Je trouvais que il y avait des paroles, c'était sympathique. Et puis une chanson, c'est un peu idiot, mais aussi dans les erreurs de jeunesse, c'était le Rang des Vaches que j'aimais bien chanter en fin de soirée à tue-tête dans la rue. J'ai dû réveiller quelques citoyens, je m'en excuse. Voilà. Et enfin, Jean-Pierre. Et j'ai la vraie question qui est vraiment pour moi, un réseau social favori et pourquoi? Alors je vous dirais que les réseaux sociaux, c'est vraiment de ma génération, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment pour moi. Le réseau social favori, je dirais que chez moi, c'est LinkedIn, dans la mesure où j'ai beaucoup de... Je vais assez régulièrement voir sur ce réseau social, entre autres pour les aspects professionnels et à la recherche de personnel ou autre. C'est toujours intéressant de voir l'évolution des gens dans ce réseau-là. Voilà pourquoi. Merci bien. Donc, nous avons décidé d'aborder chacun des 4 thèmes durant une vingtaine de minutes, grosso modo. Les interventions des candidats ne dureront pas plus de 1 minute 30 à la fois. Et donc, on chronométrera et on fera sonner un gong si nécessaire. Donc, premier thème, mais pas des moindres, la culture et la jeunesse. Pourquoi ces deux sujets ensemble, me direz-vous? C'est en rapport, bien sûr, avec l'association intercommunale Option Gruyère, dont les statuts ont été entérinés par toutes les communes cette année passée. Donc cette nouvelle association prévoit de coordonner une politique régionale de la culture, de la jeunesse et d'harmoniser aussi les tarifs des crèches dans le district. Sa mise en œuvre devrait être effective en 2022. Donc, première question, croyez-vous au bien fondé d'Option Gruyère? Trouvez-vous pertinent d'avoir mis dans le même panier culture et jeunesse? Qui se lance? Alors, Jean-Pierre Pouta a été le plus rapide. Oui, pas de souci. Écoutez, je trouve extrêmement intelligent d'avoir mis la culture et la jeunesse, puisqu'elles sont largement complémentaires. Et je dirais aussi que l'ensemble des communes du district de la Gruyère ont accepté les statuts, ont accepté de lancer ce projet. Donc ça prouve aussi que ce projet est nécessaire, qu'il a un avenir devant lui, qui doit encore être mis en place, puisque c'est, je crois, demain soir que le comité, respectivement, le comité de l'association se forme. Vous dites que les communes ont tout accepté, elles n'ont pas toutes accepté du premier coup quand même. Hein. On se souvient de Châtel-sur-Mont-Salvance. Effectivement, une fois que tout ça a été bien expliqué, ils ont accepté. Il y avait Daniel Savary qui voulait prendre la parole. Oui, alors je rejoins Jean-Pierre Pouta sur le contexte général. Ce qui est peut-être un peu dommage, et je pense que c'est perfectible, Option Gruyère, c'est au niveau de la culture des villages. En fait, si on relit un peu attentivement les statuts, comme ça avait été présenté au niveau des subventionnements, la culture, on va dire, je pense, on prend par exemple les Giblotins, qui sont des petits chanteurs dans mon village, ils ont fait un grand spectacle, les 20 ans des Giblotins, et c'était un spectacle qui était organisé que par des bénévoles. Ce type de spectacle n'aurait pas été subventionné si on prend Option Gruyère comme avec le fonctionnement qui nous a été présenté. Et je pense que là, il y a quelque chose à améliorer au niveau de cette association qui, je le répète, est une bonne association, mais je pense qu'on peut encore aller un petit peu plus loin. Je crois qu'il y a Grégoire Coups qui veut... Oui, volontiers. Option Gruyère, c'est vraiment un projet qui peut être porteur, à condition que ça ne reste pas une coquille vide. Parce qu'au final, on voit que les subventions, notamment culturelles, restent bloquées principalement à Fribourg et dans le Grand Fribourg. Il y a très peu de subventions pour la culture qui viennent dans le sud fribourgeois. Et il nous faut trouver une organisation pour qu'on puisse attirer l'attention des services culturels de Fribourg. Moi, je suis dans le comité du Club Culture du Grand Conseil et on voit à quel point il y a vraiment 60 à 70% du budget culturel qui reste dans le Grand Fribourg. Et puis ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et puis, pardon.
Et puis par rapport aux crèches, je crois qu'il y a un vrai effort d'unification à faire. On en a traité hier au Conseil général de Bulle. Les tarifs de crèche vont de 103 à 130 francs par jour. Et c'est des montants assez conséquents que pas toutes les familles peuvent se permettre. Et je crois que là, il faut une vraie unification de ces tarifs. Gabriel Colli. Oui, alors je pense qu'option gruère est une bonne chose. Par contre, 2 points. Le premier, c'est juste, on devait le faire pour les subventions. Les subventions de la culture vont tout au Grand Fribourg, ce qui n'est pas du tout normal. L'autre point qui me dérange, c'est justement d'avoir mélangé les subventionnements des crèches, en fait les tarifs des crèches, et cette association. Là, on a fait un mélange pour moi qui n'a rien à voir. On aurait dû faire 2 choses différentes. On l'a fait pour des questions, on va dire, de simplification. Mais par contre, la culture, la jeunesse n'ont rien à voir avec les tarifications des crèches. Pour moi, c'était vraiment une erreur. Et puis par contre, culture et jeunesse sont de toute façon liés. Culture, jeunesse, enfants sont de toute façon liés, on le voit. Donc ça, c'était très bien. Et Vincent Bosson. Alors évidemment, moi je suis très satisfait de la mise en place de cette nouvelle association intercommunale Option Gruyère. Je dois dire qu'il y a beaucoup de demandes en termes de culture dans cette nouvelle association. Pour vous donner un exemple, on a été sollicité récemment à la préfecture par le passeport vacances. Vous savez que le passeport vacances a fonctionné jusqu'à aujourd'hui sous le bénévolat, mais malheureusement le bénévolat il s'essouffle un peu et je pense que cette nouvelle association va pouvoir booster ces questions-là pour maintenir une activité pour la jeunesse qui a beaucoup souffert, on l'a dit, mais également pour la culture, parce que ça a été dit avant, le but c'est non seulement d'un budget de 600 000 francs, pour l'instant c'est 10 francs par habitant, à terme on va peut-être l'augmenter, mais le but de ce futur coordinateur c'est de remplir les missions, comme il a été évoqué, mais c'est surtout d'aller chercher de l'argent pour la culture dans le Sud, mais aussi pour la création artistique. Je pense qu'encore une fois, après le Covid, c'est très important de soutenir la création artistique. On a une culture en Gruyère qui est très vaste. On parlait essentiellement de la culture populaire, des Alpes et tout. Mais on constate que ces sociétés s'essoufflent aussi. Si vous prenez l'exemple des chorales qui, malheureusement, après le Covid, risquent pour certaines, malheureusement, pas se relever. Et je pense que favoriser la création de la culture, ce sera très positif. Oui, par contre, il est prévu donc, dans ce budget qui a été présenté au tout début du lancement de cette association, donc 550 000 francs par an pour cette association Option Gruyère, 400 000 francs pour CO2, mais la culture, ça ne se résume pas à CO2 et aux créations, et il y a peut-être Gabriel Colli qui veut abonder. Justement, vous m'enlevez un peu les mots de la bouche. Le financement de la culture, je ne pense pas que la c'est pas que ça. Un de soucis de contact, ça marche. Par rapport à ça, il faut aussi faire attention. Les communes ont accepté parce que le montant était raisonnable. Si demain ou après-demain, ces montants venaient à exploser, il faut être tout à fait clair, beaucoup de communes le refuseront. Et ça, c'est important de le dire aussi, parce que de dire oui, alors on va augmenter, etc. On a vendu quelque chose aux communes en disant c'est ce montant-là. Donc si demain, petit à petit, on va commencer à augmenter les montants, je ne suis pas sûr que toutes les communes seront d'accord. Je crois que justement, il était prévu que ça pourrait augmenter avec les années. Mais il y a... Ouais, Jean-Pierre ? Moi, je pense qu'une des premières missions de Option Gruyère, c'est vraiment une coordination. Et je crois que le préfet Borcard l'avait très bien senti. Il y a des manifestations, il y a une culture où il y a le problème de l'enfance et de la jeunesse dans le district. Et aujourd'hui, il manque de coordination entre les communes, entre les acteurs de la culture. Et un des premiers travaux sera certainement celui-ci. Et qui derrière va pouvoir dégager, ou peut-être certainement avec une harmonisation, une facilitation d'aller chercher des fonds, une facilitation d'avoir une image de la Gruyère culturelle. Il a été dit, aujourd'hui une grande partie des subventions vont sur Fribourg essentiellement parce qu'il y a une meilleure organisation. Je crois que la vision du préfet ici est excellente et elle doit être poursuivie. Et puis je suis persuadé que c'est un plus pour notre région parce que la culture fait naturellement partie prenante de notre terroir et de notre vie associative. Oui, pour rassurer Gabriel Colli, alors il y a un budget de 600 000 francs pour l'instant, mais le but de ce futur coordinateur, c'est non seulement d'utiliser ce budget, mais surtout d'aller chercher de l'argent là où il est. Et on sait que si on trouve la bonne personne, qui a les réseaux, qui ira taper dans les grandes fondations de la pharma par exemple, il va pouvoir ramener beaucoup d'argent en Gruyère, qui pour l'instant nous échappe, pour développer des autres activités comme ça, CO2 par exemple. Oui, et Daniel Savary.
Effectivement, je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure. Le danger qu'on a avec Option Gruyère, c'est finalement de se concentrer sur Bulle, comme on le déplore peut-être par rapport à Fribourg. C'est-à-dire que ça doit bien sûr être pour la salle CO2, mais aussi pour les communes plus périphériques. Je pense que la culture est bien répartie dans tout le district. On a des associations qui sont vivantes et je pense qu'on doit les soutenir via Option Gruyère. Oui, peut-être brièvement, effectivement, Option Gruyère aura une tâche de coordination, mais je pense que ça va être aussi l'occasion et une opportunité fantastique de lancer des projets qui soient porteurs. Et spécialement par rapport à notre jeunesse, on voit qu'avec la crise Covid, il y a, mine de rien, encore plus d'individualisme des jeunes, un repli sur eux-mêmes. Et je crois qu'on pourrait lancer une semaine de l'engagement, où montrer que chaque jeune peut, par des tâches de bénévolat, des tâches aussi de sensibilisation à la politique, montrer qu'ils peuvent s'impliquer dans la société, que ce soit comme bénévole, que ce soit comme acteur. Et je crois qu'on peut vraiment faire cette sensibilisation dans les écoles grâce à ce genre d'organisation. Gabriel Colli-Piaf. Oui, non, je ne perds pas, mais je suis bien désolé, s'il y a Bulle, ça manque de solidarité. Mais pendant le Covid, on a pu voir beaucoup de jeunes, que ce soit dans les jeunesses ou autres, être solidaires, aller apporter des repas, aller aider des personnes âgées. Donc il ne faut pas dire qu'il y a un manque de solidarité. Il y en a peut-être un petit peu. Les gens sont peut-être individualistes, mais on arrive encore à faire participer les gens. Puis le dernier point que j'aimerais juste préciser, les subventions pour la culture, elles seront pour la culture professionnelle si elles viennent de Fribourg. Il faut être tout à fait clair. Donc il ne faut pas venir nous dire qu'on va soutenir les chœurs mixtes des communes, les fanfares et autres. Parce qu'en disant qu'on va chercher de l'argent pour le redistribuer, non, ça sera pour la culture professionnelle, qu'on a certainement aussi besoin, mais la culture qui sera, on va dire, la culture des villages, des régions, qui est peut-être pas du tout professionnelle, et c'est normal, elle ne sera pas vraiment soutenue par ça. Je ne pouvais pas poser ma question, mais M. Bosson a dit... Moi, je pense, non, mais ça, c'est un sujet fondamental du futur préfet, ce fameux équilibre entre ville et village. Au niveau culturel, comme dans les autres niveaux, on n'est pas adversaires, mais on est complémentaires. Et justement, la des Alpes, elle a lieu à Charmey, et puis ma foi, il y a des concerts à CO2. Il y a des Bullois qui vont à Charmey regarder la des Alpes, puis il y a des gens du village qui vont à CO2. On n'est pas adversaires, on est complémentaires, et le rôle du préfet, ce sera justement de garder cet équilibre subtil, mais cet équilibre quand même. Bon, bah alors, je redis ce que j'ai dit au départ. Le problème, c'est qu'actuellement, comme est constituée Option Gruyère, cet équilibre n'existe pas encore. Je pense que ce sera le travail du futur préfet de créer cet équilibre avec cette association. C'est un bon outil, mais il est encore perfectible, et je pense qu'on doit encore l'améliorer pour penser aux régions périphériques. Je compléterai avec ce qui a été dit aussi, qu'on parle de professionnels, c'est vrai. Les subventions cantonales sont essentiellement distribuées en fonction de l'engagement de professionnels. Mais nos troupes villageoises, nos sociétés villageoises pourront très bien engager des gens professionnels pour participer à la vie active, et aujourd'hui ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc demain, s'ils ont dans un projet un ou deux professionnels qui vont, ça peut être un metteur en scène, ça peut être un tas d'autres professionnels, donc ça va aider. Et ça, c'est une grande force du projet. J'insiste quand même sur la culture professionnelle, vu que la loi sur la culture du canton de Fribourg ne subventionne en effet que les professionnels. L'animation culturelle revient à la charge des communes. Est-ce que le préfet qui sera amené à mettre en place Option Gruyère sera partant pour défendre, oui, la création culturelle professionnelle? Il y a des troupes de théâtre ici à Fribourg, en Gruyère, et qui sont professionnels, qui doivent aller créer à Nutoni ou aux Os. Est-ce que vous serez partant pour une création ici à la salle CO2, à la grande salle de l'Hôtel de Ville ou ailleurs, des créations au Maréchal Ferrand, à Charmey ou ailleurs? Quid de la création professionnelle? Moi, je pense que c'est fondamental. On parlait justement du fait que la culture bénéficie aux jeunes, mais si on alloue des fonds pour créer la culture, il y a un exemple à Charmey, la commune a mis l'ancienne école primaire de Cernia à disposition de jeunes artistes. Et bien, typiquement là, on a un projet concret, on pourra le financer, un jeune artiste viendra créer pour après alimenter des troupes de théâtre amateurs ou autres, donc c'est extrêmement positif. Je pense qu'on... Oui. J'aimerais bien entendre Gabriel Colli sur cette question. Ça m'aurait étonné. Non. Si on met de l'argent pour créer une structure, j'estime que c'est le rôle de cette structure d'aller chercher de l'argent et justement après de financer cette création culturelle professionnelle. Pour moi, c'est là que je voulais en venir au début. Si on met de l'argent, les communes ne vont pas verser de l'argent systématiquement. Jean-Pierre Doutal l'a dit, les communes soutiennent déjà leur troupe de théâtre quand elles en ont, leur chœur mixte, je l'ai dit, etc. Par contre, le jour où on met de l'argent pour aller chercher de l'argent justement à Fribourg, il faut que ça serve. C'est pour ne pas réussir à aller en chercher. Alors là, si on n'a pas de bilan au bout de 2-3 ans et qu'on n'a jamais rien réussi à aller chercher comme argent, il faut couper le robinet, il faut arrêter. Donc oui, il faut encourager ça et aller chercher de l'argent pour ça.
Il y a Grégoire Koupski qui... Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup là-dessus qui se joue au Grand Conseil. Donc le préfet devra avoir un vrai réseau au Grand Conseil pour pouvoir coordonner ça, dans le sens où on est quand même un des cantons où, il y a, au niveau culture, francs par habitant pour la culture, on est un des cantons les plus faibles. Et notre ministre PDC en charge de la culture ne fait pas grand-chose pour augmenter ce budget. On l'a fait dans le cadre du plan de relance. Où là, avec le club culture, tout parti confondu, on a réussi à doubler le montant qui était initialement donné pour pouvoir relancer cette culture. Et je crois que la culture professionnelle, c'est un des éléments essentiels. Et il faut cette diversité des différentes cultures. Mais tout ça, il faut une vraie coordination avec la députation pour pouvoir arriver à augmenter ces montants. Une dernière réponse sur la culture par Jean-Pierre. Ensuite, on passe à la jeunesse quand même. D'accord. Donc la culture, une chose qui est sûre, c'est qu'elle ne va pas pouvoir se faire qu'avec un coordinateur. Même si celui-ci est indispensable pour aller chercher, pour coordonner, aller chercher des fonds, la culture, elle doit se faire par des gens qui ont envie de faire de la culture. Et ces gens qui ont envie, c'est autant des sociétés locales, c'est autant des personnes de chez nous que des professionnels. Et la vraie mission de cette option Gruyère Culture, c'est vraiment de dynamiser cette culture riche chez nous, qui trop souvent est un petit peu trop modestement étoffée en finances. Voilà, moi j'ai une question pour vous. La jeunesse, finalement, c'est pas un peu le parent pauvre du projet? Là, il y a 50 000 francs qui seraient dédiés à la jeunesse. Enfin, voilà quoi, je sais pas. Qui veut répondre? Gabriel. Cette association, Jean-Pierre Doutal l'a dit, elle va se créer. Donc maintenant, il faut la laisser se créer, il faut la laisser se développer. Je pense qu'on part aussi un petit peu à tâtons par rapport à ça. Il y a certaines idées qui sont là. On sait très bien que cet argent, par rapport à la jeunesse en Gruyère, il ira plutôt vers Bulle, parce que c'est aussi là qu'il y a le plus de besoins, il faut être tout à fait clair. Après, pour moi, c'est appelé à se développer et à travailler. Et justement, parce que les communes, Bulle en premier, soutient déjà sa jeunesse par d'autres mesures, par certaines choses. Donc, pour moi, les choses sont déjà en place, il faut les laisser maintenant se développer. Daniel Savary. Oui, donc je pense que, effectivement, 50 000 francs, on peut imaginer que ce n'est pas quelque chose d'énorme, mais je pense que la jeunesse, finalement, donne quelques conditions cadres, quelques possibilités, quelques aides au départ. Je pense qu'on peut développer beaucoup de choses, pas forcément avec beaucoup de fonds. Mon expérience personnelle, en tant qu'administrateur d'établissement public, j'ai organisé plusieurs centaines de concerts depuis à peu près 25 ans d'activité. Les budgets n'étaient pas énormes, c'est beaucoup d'artistes locaux, de jeunes qui ont envie de s'exprimer. Et finalement, il n'y avait aucune subvention, vu qu'on est dans des entreprises privées. Et finalement, les volontés sont là. Et si en plus, il peut y avoir une aide via Option Gruyère ou une aide étatique, je pense que c'est bienvenu. Et je pense que c'est déjà un début. 50 000 francs, je pense que c'est amené à s'étoffer. Et je pense qu'on doit commencer par quelque chose. Qu'est-ce qu'il faudrait développer, Grégoire Koupski? Bon, ce qu'on voit, c'est que la politique pour la jeunesse, c'est un réel investissement. On voit Centralim à Bulle. Alors non seulement il n'y a pas que des jeunes de Bulle qui viennent, mais on voit que tous les jeunes ne sont pas tous égaux, pas tout le monde est bien encadré, n'a pas la chance d'avoir des parents qui peuvent bien les encadrer. Et donc on doit avoir une politique publique ambitieuse de ce côté-là. Et puis financer de ce genre de maisons pour les jeunes, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Ça peut permettre de cadrer, ça peut permettre d'aider aussi à se développer et à développer des projets. Et je crois que là-dessus, on ne doit pas simplement se reposer sur les acteurs privés, mais il faut véritablement les soutenir. Et ça, je crois qu'il faut montrer maintenant un peu d'ambition et puis augmenter ce budget pour une politique jeunesse un peu plus ambitieuse. Vincent Besson. La jeunesse, dans cette nouvelle association, il est clair, à court terme, c'est la question des crèches et des critères de subventionnement, libre choix des parents. Pour le choix de la crèche, c'est assurer la coordination des crèches qui sont importantes pour la vie de tous les jours. Ça, c'est le premier point à court terme. Mais maintenant, moi, cette association sera évolutive. Et comme je suis très optimiste, je suis persuadé on aura l'occasion d'aller chercher des fonds frais pour des nouveaux projets pour la jeunesse qui sortiront de ce cadre un petit peu restreint des crèches. Oui. J'aimerais juste compléter en disant que c'est un embryon qui est en train de se mettre en place. Donc il y aura certainement des nouvelles idées qui vont arriver, il y aura certainement une foison d'idées même qui va arriver, un bouillon de culture et de jeunesse. Par contre, à certains moments, il faudra bien tout ça financer. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec 50 000 francs, on peut déjà donner un départ, envers surtout les crèches et la petite enfance. Mais demain, pour en faire plus, il faudra aussi aller chercher des sous. Alors naturellement, comme l'a dit M. Boisson, on va pouvoir aller chercher avec des fondations ou autres, mais les communes ne pourront pas non plus toutes, chaque fois, rajouter 10 francs par année pour augmenter le budget. Il faudra aussi une dynamique et puis une innovation dans cette recherche
Parce qu'on ne fait pas tout qu'avec l'argent. On fait aussi en coordonnant et puis en mettant en place les gens. Merci beaucoup. Je vous propose de conclure ce premier thème avec ces belles paroles. Et je passe la parole à Jean Godel pour les institutions. L'institution, c'est bien sûr commune unique, évidemment, principalement. Je ne vais pas vous demander si vous êtes pour ou contre, je crois que ça ne sert à rien. Mais je vais vous demander, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Après, osons le mot, la débâcle du Grand Fribourg en votation populaire consultative, bien sûr. 3 communes sur 9 seulement, avec des rejets dans les autres à de très fortes proportions. On attend les résultats de l'étude de faisabilité, si je me trompe, M. Bosson, vous me confirmez ça, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la commune unique, le projet de fusion de Gruyère à une commune ? M. Bosson. Bon, tout d'abord, il faut bien rappeler que le projet du Grand Fribourg n'a rien à voir avec le projet de commune unique en Gruyère. La fusion du Grand Fribourg, c'est une fusion dite classique, comme on l'a connue jusqu'à aujourd'hui, avec effectivement, ça a été reproché, une décision qui serait imposée par le haut, et finalement les citoyens qui n'auraient pas le choix. En Gruyère, c'est fondamentalement différent. En Gruyère, on utilise le sujet de la commune unique pour réfléchir quelle gouvernance donner à nos communes issues du 19e siècle. Au 19e siècle, les communes, elles étaient sur la base des paroisses, les gens vivaient en vase clos, il n'y avait pas d'échange d'un village à l'autre. Quand on épousait quelqu'un du village d'à côté, ça faisait scandale. Aujourd'hui, l'espace, il a complètement changé, l'espace social, l'espace de travail, l'espace culturel. Et il est vraiment important de changer ce système qui est issu du 19e siècle et qui n'a pas bougé, malgré la réalité. Donc la commune unique, pour moi, c'est une occasion fondamentale de réfléchir sur la gouvernance locale. Qu'est-ce qu'on veut garder comme réelle autonomie au niveau local? Qu'est-ce qu'on veut déléguer à l'échelon supérieur qui est déjà, pour les 2/3, déjà délégué dans les 70 associations intercommunales? Donc la commune unique, c'est un formidable projet pour réfléchir qu'est-ce qu'on veut, et pas du tout par le haut, mais par la base, puisque 140 élus communaux de la législature précédente ont déjà planché sur un certain nombre de choses. Alors Gabriel Colli ne piaffe plus, il soupire. Change de temps en temps l'attitude. Bon, moi j'ai toujours été un opposant à cette commune unique, déjà forcé comme syndic à rentrer dans le collège des syndics qui devaient se positionner là-dessus. Contrairement à Vincent Bosson, je pense qu'on a des choses qui marchent. On a des communes qui vont bien. On l'a vu lors des dernières élections communales, on a quand même beaucoup de personnes qui voulaient s'investir dans ces conseils communaux, dans les commissions aussi au sein après des différentes communes. Alors vouloir à tout prix changer quelque chose qui ne va pas si mal, pourquoi? L'autre question, c'est bien joli, mais la Gruyère, elle ne fait pas la paix le beau temps dans le canton de Fribourg. Pour changer les structures territoriales, il faudra passer par certaines modifications de la Constitution. Il y a des juristes qui pourront peut-être me corriger ou pas. Mais en tout cas, la Gruyère pourra pas décider demain de modifier l'entier de ses structures territoriales et puis aller dire au reste du canton, messieurs, dames, il faut que vous suiviez, parce que nous, on a décidé de faire quelque chose et puis derrière, qui fait quoi? Et ça, pour moi, c'est impossible. Puis l'autre aspect qu'il y a, je trouve personnellement que les associations intercommunales dans lesquelles sont présentés des conseils communaux sont légitimes. J'ai toujours du mal avec ça, ou de dire ouais c'est intercommunal, ouais mais c'est pas légitime. Non, les conseils communaux qui siègent dedans, non, c'est comme s'ils cachent les trucs aux citoyens. C'est faux, les citoyens peuvent toujours tout demander, les gens doivent être totalement ouverts pour le donner. Voilà. Je rebondis juste sur ce que vous venez de dire. Malgré tout, ces associations intercommunales, c'est un représentant par commune. Est-ce que les communes ne marchent pas bien, justement parce que l'essentiel est fait par les associations intercommunales et qu'il reste que les peanuts, si je puis dire, aux communes? Oui, mais les gens, les élus communaux, ils sont au contact du terrain, qui sont dans ces associations intercommunales. C'est les conseillers communaux qui traitent des dossiers tous les lundis ou mardis soirs dans les conseils. Donc ils sont capables de prendre des positions. On me dit souvent, oui, mais de toute façon, Bulle et Morlon peuvent décider de tout pour le district dans les associations intercommunales. Si on fusionne, qu'on fait un conseil général à 80 membres, Bulle et Morlon, avec la représentativité de la population, ils décideront toujours de la même chose. Donc pour moi, maintenant, si on a des élus communaux là-dedans, ils sont légitimes. Il faut arrêter de dévaloriser le travail des conseillers communaux qui siègent dans ces associations intercommunales. Et j'ai toujours l'impression, quand on a ce débat sur la commune unique, c'est de dire oui, mais c'est pas légitime, c'est pas légitime. Pour moi, non, pas du tout. Au sein d'un conseil communal, quand vous avez un budget, on en discute 2 mois, on regarde ce qu'il en est. Si le budget nous convient, on l'approuve. Si le budget ne nous convient pas, après, le représentant de la commune, dans l'association intercommunale, va aller donner son avis.
Daniel Savary d'abord. Oui, donc les faits sont un peu têtus, je dirais, si on regarde la fusion du Grand Fribourg, c'est une fusion, on va dire classique, mais finalement la commune unique, c'est aussi une fusion. Donc on va de toute façon vers une perte de proximité, on le veuille ou pas, que de toute façon on aura ce qui fait l'essence d'une commune, peut-être la proximité avec les conseillers communaux, qui vont finalement être un peu plus à l'écoute des citoyens qu'un service dans une grande commune. Donc qu'on le veuille ou pas, la commune unique sera une fusion de communes et on aura une perte de proximité. Au niveau des associations intercommunales, alors effectivement elles sont légitimes, il y a peut-être aussi quelque chose qui serait à améliorer, c'est peut-être le niveau d'information entre les assemblées générales et les comités de ces associations. Je pense que là il y a des choses à faire par rapport à la transmission d'informations aussi vis-à-vis des conseils communaux, mais effectivement je rejoins Gabriel Collis, ces associations intercommunales sont légitimes, arrivent à résoudre une bonne partie des problématiques auxquelles sont confrontées les communes qui dépassent le cadre communal. Je pense que c'est un système qui fonctionne très bien. Pour moi, la commune unique, je pense que maintenant on est arrivé à un stade où finalement on devrait prendre la température de la population. Je pense qu'on devrait finalement, comme ça s'est passé en Veveyse, de faire un vote consultatif, savoir ce que la population de la Gruyère en pense. Ça fait des années qu'on en parle, le projet n'évolue pas, on attend sur un rapport, et je pense qu'il n'y aura pas de grande surprise dans ce rapport. Grégoire Koupski. Oui, je crois que Patrice Borcard a eu le mérite de lancer cette réflexion et qui montre aussi que la Gruyère est à nouveau le district qui recherche des solutions innovantes et qui est vraiment à la pointe de ce côté-là. Et puis, il faut partir d'un certain constat, celui que les communes, elles perdent petit à petit, et on le voit au Grand Conseil, des compétences. Chaque année, on leur enlève des compétences pour les donner à l'État, pour les donner aux régions. Et on voit que l'aménagement du territoire, maintenant le plan directeur régional, eh ben, il mange toutes les compétences des communes au niveau aménagement du territoire. Même chose pour les EMS. Ce qui fait que pour moi, le statu quo, il est pas envisageable. Il faut deux impératifs dans la réflexion pour cette commune unique, si ça doit se faire. C'est un, c'est la proximité. Je pense que les gens tiennent absolument à avoir des services de proximité. Et la deuxième chose, c'est la qualité de ces services. Il ne faut pas qu'il y ait une perte de qualité. Je crois que la personne qui est à Montbovon ne doit pas aller à la déchetterie à Bulle. C'est pas possible et pas envisageable. Et puis, par rapport à ces associations intercommunales, je crois que je discutais l'autre jour avec un député saint-ginois qui me disait mais vous avez une chance extraordinaire d'avoir des associations intercommunales qui fonctionnent en Gruyère. Chez nous, il n'y a rien qui fonctionne. Effectivement, on a ces associations qui sont bien, mais qui ont un déficit de transparence. Et je crois que dans cette salle sait exactement ce qui s'est passé à la dernière séance de l'ARG. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Et je crois que là, il y a une vraie réflexion à avoir et à mener pour qu'elle soit plus démocratique. Parce que de ce côté-là, il y a un souci de gouvernance. Jean-Pierre Doutin. Oui, concernant cette commune unique, si c'est une commune avec un siège, avec tout se passe à Bulle ou je sais pas où, sous la forme d'une commune d'aujourd'hui, c'est exclu. Pour moi, c'est pas réaliste et ça fonctionnera jamais. Il a été dit, la volonté de travailler ensemble doit venir d'en bas, elle doit venir des communes. Et je rappelle aussi que c'est l'ARG, donc l'ensemble des communes qui ont mandaté le rapport qu'on attend. Donc attendons peut-être ce rapport pour voir quelles vont être les conclusions. Et après, c'est de nouveau les communes qui vont être sollicitées. J'aime beaucoup, moi, mon ami Gabi, quand il dit mais ces associations de communes ou ces associations régionales fonctionnent très bien. J'ai régulièrement entendu Gabi dire ça ne sert à rien d'aller dans les assemblées, c'est une grand-messe qu'on n'a rien à dire. Alors, il y a un petit peu un paradoxe. Et là, je prendrais peut-être ma casquette un petit peu d'entrepreneur, dans la mesure où une entreprise, une commune, une région doit régulièrement se mettre en phase avec la réalité d'aujourd'hui. On doit régulièrement se remettre en question, et je crois que ce rapport a le grand mérite de remettre en question le fonctionnement de la Gruyère, et s'il faut changer une loi ou changer la Constitution pour un projet qui serait magnifique et qui fait sens pour la gouvernance de la Gruyère pour les 50 prochaines années, je suis prêt à l'engager. Cette fois, c'est Vincent Bosson qui piaffe. Effectivement, si on met sur la table aujourd'hui dans l'Assemblée la commune unique, les gens ils vont faire quoi? Ils vont réfléchir dans l'émotionnel. On va se demander où est l'administration communale, quels sont les horaires, la perte de proximité, etc. Poser la question comme ça maintenant, c'est voué à l'échec. Moi, je suis pour continuer la réflexion. On attend le rapport final qui sera soumis au COPIL, l'ensemble des syndics. Mon but, en cas d'élection, c'est de poursuivre la réflexion et de mettre sur la table non seulement la question de la commune unique, mais peut-être toutes les autres variantes qu'on connaît. On sait que la Saint-Gine planche sur un modèle, la DIAF fait ses réflexions. On met tout sur la table et à la fin, on organise un vrai débat démocratique dans lequel le peuple se prononcera.
Mais le problème fondamental, c'est, on constate, ça a été dit, c'est un appauvrissement continu de l'autonomie communale. Aujourd'hui, l'autonomie communale, c'est un leurre. 80% des charges liées sont imposées par le canton, 70 associations intercommunales, un essoufflement des élus communaux et une explosion des démissions en cours. Je rappelle qu'il y a seulement 30% des élus d'aujourd'hui qui ont fait la législature d'avant avec tout ce que ça comporte comme perte de connaissance des dossiers. Donc moi, je veux rassurer Gabi Collier, le but c'est de redonner de l'éclat à la fonction de conseil communal en leur donnant de réelles compétences locales dans lesquelles ils ont une réelle autonomie et puis mettre à l'échelon supérieur de manière systématique ce qui aujourd'hui est dispersé dans 70 associations intercommunales. Puisque tout le monde l'appelle Gabi, je vais l'appeler Gabi. Gabi Collier, vous voulez dire quelque chose? J'ai tout gagné cette fois. Non, 2 points. Premièrement, on parle d'une chimère qui a coûté 300 000 francs. Je sais pas, le rapport il est là. Bon, on m'aidera 1 année et demie, 2 ans de retard. Je sais pas combien il en a réellement, mais moi je trouve ça assez honteux. On peut parler du Covid si on veut. On peut se poser la question de la proximité des élections pour savoir pourquoi ce rapport n'est pas sorti. Ça me pose quand même un problème. Pour répondre à Jean-Pierre Doutat, si j'y vais, je dis je veux pas aller à ces trucs parce que ça me sert à rien. C'est pas parce que l'association ne fonctionne pas. C'est parce que je suis pas d'accord avec ce qui se dit dans l'association et puis que je préfère pas y aller. C'est différent, mais l'association peut très bien fonctionner quand même. C'est plutôt par rapport à mon avis personnel. Puis un dernier point par rapport à Grégoire Koupski, c'est vrai ce qu'il dit. Le canton enlève des pouvoirs aux communes. C'est bien que tu le dises. Mais par contre, il faudrait des fois voter contre. Parce que le groupe socialiste au Grand Conseil, je m'excuse, chaque fois qu'on doit enlever une part d'autonomie aux communes, soutient systématiquement. Et je suis désolé, mais c'est quand même vrai. J'ai pas d'exemple qui me vient là, mais quasiment chaque fois quand on a cet affrontement, on l'a eu dernièrement pour la loi sur les câbles ou des choses comme ça, quand on veut enlever quelque chose aux communes, c'est quasiment systématiquement que le groupe socialiste le soutient. Donc je suis désolé, alors on peut penser que c'est juste sur le fond, mais voilà. La parole est à la défense. Non, là je crois que déjà il faudrait avoir des exemples pour pouvoir nous accuser. Je pense que là il y en a pas. Moi j'ai pas du tout ce sentiment-là. Moi j'ai l'impression qu'on fait aussi des avancées au Grand Conseil et on l'a fait, et là d'ailleurs en lien avec, en alliance avec l'UDC à la dernière semaine, où on a donné du pouvoir au législatif des communes au niveau de l'aménagement du territoire. Parce que jusqu'à maintenant on était le seul canton avec Soleure à garder cette espèce de mainmise de l'exécutif sur l'aménagement du territoire. Et là dessus, au final on s'est retrouvés, Gabi Collier et nous, sur le fait que les assemblées communales, elles doivent aussi avoir leur mot à dire. Pour aujourd'hui, les commissions d'aménagement au niveau des communes, elles servent à rien, on les consulte, mais juste pour mettre une croix sur le papier comme quoi on les a consultées. Et je crois qu'il faut vraiment revaloriser ces commissions d'aménagement au niveau communal, et puis là-dessus, c'est ce sur quoi on s'engage au Grand Conseil. Je pense qu'il reste encore 3-4 minutes pour ce thème. Peut-être que vous arriverez à répondre à la question que je suis en train de poser, mais je me fais quand même ma réflexion suivante. Il y a 25 ans, Fribourg était le champion des fusions. Maintenant, il n'y en a plus une qui sort. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est satisfait comme ça avec la taille des communes, ou est-ce qu'on n'est pas satisfait des communes fusionnées? Comment vous voyez la chose? Pourquoi le canton de Fribourg a soudain cessé de fusionner? Monsieur Savary. Parce que les communes commencent à avoir une taille critique, qui finalement, il y a assez de personnel communal, il y a assez de services, et finalement, oui, ça fonctionne. Donc la commune unique, on dit, ça va être quelque chose de formidable, quelque chose d'innovant, etc. Alors, je ne sais pas, je reviens, c'est une fusion, donc tôt ou tard, ça ressemblera à une grande commune, avec des services, un certain éloignement de la population par rapport à ces services, et on ne va pas réinventer la roue. Je ne vois pas, si je veux être humble en tant que gruyérien, je n'ai pas l'impression qu'on va être beaucoup plus malin que les Sarinois, et finalement on va se retrouver avec exactement les mêmes problèmes. Quand bien même ce rapport peut-être va embellir la situation, je pense qu'il y a des communes, des fusions qui auront du sens peut-être au niveau des sous-régions en Gruyère, mais au niveau de l'ensemble des 25 communes de la Gruyère, je pense qu'on n'est pas prêt, que c'est trop grand et qu'effectivement les gens sont encore attachés à la proximité de la commune. Jean-Pierre Doutat. Oui, moi je dirais qu'il faut quand même prendre un petit peu de hauteur. Et j'estime personnellement que cette réflexion, elle est si importante, elle est si stratégique pour la Gruyère et la région. Finalement, la notion de temps, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Même si ça dure encore une législature, voire plus, ce qui est important, c'est vraiment qu'on réfléchisse au niveau stratégique supérieur pour que l'ensemble de la population s'y retrouve. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, en entendant certains, qu'il ne faut rien changer. Il ne faut rien changer. Pourquoi changer? Alors qu'on sait
On a des problèmes de technicité dans les communes, on doit sous-traiter beaucoup de choses. Les 70 associations que parle Vincent Bosson, elles existent. Et c'est quand même un manque d'autonomie, c'est un manque de démocratie. Et aujourd'hui, je crois que si on veut être intelligent et au-dessus de la mêlée, si on veut voir l'avenir du 2050, on doit vraiment avoir une option et être capable de réfléchir ensemble. Je n'ai pas encore la solution finale. Mais la commune unique sous la forme qu'elle est annoncée, c'est exclu. Gabi Collier, rapidement. 2 points pour répondre à la question de Jean Godel, parce qu'il n'y a pas grand monde y répond. Si les communes ne fusionnent plus, c'est 2 choses. La première chose, c'est que beaucoup de communes ont déjà fusionné. Et maintenant, on demande à des communes déjà fusionnées depuis 10 ans de refusionner. C'est normal, certaines communes doivent se mettre en place. Une commune qui vient de fusionner, sous 15 à 20 ans, ne veut pas refusionner tout de suite. Puis l'autre aspect, c'est les finances. Il faut être tout à fait clair. Souvent, on peut dire ce qu'on veut. Ce qui bloque dans des fusions de communes, c'est l'aspect des finances, point barre. Donc si on veut une vraie politique de finances, de fusion, et bon, on met de l'argent dans le fond pour les fusions, et puis on donne de l'argent. Il n'y aura pas 1000 solutions. Je suis quand même surpris par les propos de Jean-Pierre Doutat qui dit qu'il faut plus de technicité dans les communes de la part d'un indépendant. Toutes les boîtes qui travaillent, qui conseillent les communes, c'est des indépendants. Et moi, je préfère donner de l'argent à des entreprises qui sont sur la place que d'engager des gens dans les communes. Ça ne garantit pas des plans d'aménagement locaux révisés sans problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on fait rien, qu'est-ce qui va se passer? On le voit avec le plan directeur régional, avec la LAT, ça veut dire qu'une concentration des richesses au centre, des emplois au centre, et donc des communes à 2 vitesses. Le centre très puissant, très fort, et des périphéries malheureusement qui végètent un peu, puisqu'on ne peut plus rien faire, plus construire, etc. Donc ça veut dire que le statu quo, de toute façon, on doit le changer. Mais encore une fois, s'il n'y a plus de fusion dans le canton de Fribourg sous le style classique, c'est peut-être parce que ce style de fusion ne correspond plus à la réalité et que par conséquent, il faut réinventer un nouveau système de fusion. Et le débat sur la commune unique, c'est justement une façon de changer complètement de paradigme, imaginer une autre façon de gouverner au niveau local, et puis s'il faut changer la constitution, je ne vois pas où est le problème, les constitutions sont faites pour évoluer. Très rapidement, Grégoire Kowski d'abord, et ensuite M. Savary, et on passe au thème suivant. Oui, je crois qu'il faut une vraie réflexion sur la solidarité entre les communes, parce qu'effectivement, toutes les zones industrielles vont être le long de l'autoroute, et ce qui fait que toutes les communes de l'entièrement des différentes vallées, elles vont complètement être asséchées au niveau financier. Et donc là, il faut une vraie réflexion sur la péréquation financière si on ne bouge pas, parce que le plan directeur régional, et ça, beaucoup de communes ne l'ont pas encore vu, c'est véritablement que toutes les entreprises vont se concentrer d'un certain côté, les autres, elles vont plus avoir de rentrée fiscale, et puis de ce côté-là, il y a un vrai problème. Et puis là-dessus, il faut qu'on trouve des solutions. Vous me volez le thème de la 4e... Mais pour rebondir là-dessus, je dirais que les outils existent. Il y a l'ARG, une association qui normalement, dont c'est le rôle de répartir finalement les ressources entre les différentes communes, les centrales et les périphériques. C'est une première chose. Et deuxième chose, c'est le préfet, c'est le rôle du préfet de veiller à cela. Donc là, je pense que les outils sont là. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. Il faut utiliser les outils qui existent. Encore 2 minutes. Mais la péréquation, alors bien sûr que si on fait rien, il faudra changer la péréquation. Mais même si on change la péréquation, on ne changera pas le problème fondamental de l'érosion de l'autonomie communale. On rajoute une couche, c'est tout. Gabi Collier, vous voulez encore dire quelque chose? Après, on passe. Non, assez rapidement. La péréquation sera un des futurs débats et ces prochaines années. Et bien avant qu'on aille changer les structures territoriales, etc., les plans directeurs régionaux, on va en causer après, arrivent partout. Le temps qu'on aille changer les structures, changer la constitution, commencer la nouvelle structure, la péréquation, il faudra la changer bien avant. Parce qu'il y a des inégalités, je suis tout à fait d'accord, elles seront là tout de suite. Claire, à toi. C'est bien pour ça qu'il faut réfléchir ensemble sur comment se réorganiser demain. Tous ces enjeux sont imminents et puis il ne faut pas attendre que les problèmes arrivent pour pouvoir se faire ces réflexions. C'est tout le mérite de ce projet. Merci beaucoup pour ce débat. Donc on va passer tout de suite à la santé et à la vieillesse. Donc vous le savez, l'HFR a prévu un vaste programme de réorganisation du système hospitalier fribourgeois. Il est notamment question de créer des centres de santé dans les régions périphériques et de renforcer le pôle central. Et du côté du 3e âge, le projet Horizon 2030 en Gruyère prévoit un regroupement des soins aux personnes âgées, la construction, la rénovation des MS coordonnées à l'échelle du district. Donc on va parler de tout ça. Et il y a déjà Daniel Savary. Oui, bien sûr, il y a aussi une initiative donc, pour des soins, des urgences de proximité qui a été déposée et sur laquelle
les citoyens fribourgeois vont devoir voter En prochainement. 2022. Donc, 2022, voilà. peut-être quelques chiffres. Il y a 8500 gruyériens qui ont signé cette initiative. Je pense que dans le district, c'est vraiment un thème qui est important. À savoir, les centres de santé, c'est assez nébuleux, on ne sait pas trop ce que c'est encore. Par contre, les urgences impliquent des blocs opératoires, impliquent simplement un hôpital. Donc, on nous dit toujours, l'HFR, finalement, fait 12 millions de déficit, ça c'était pour l'année 2020. À savoir, 30%, plus de 30% de la population fribourgeoise va se faire soigner hors canton. Ça génère par année 97 millions de financement que le canton de Fribourg donne aux autres cantons. Vous voyez la différence entre les 12 millions et les 97 millions. Donc on a véritablement la perte d'attractivité de l'HFR crée un véritable trou financier pour les finances cantonales. Et ça, peut-être qu'on n'en parle pas assez. Et bêtement, on a aussi une perte de proximité au niveau des soins. On a une perte de services publics. Et on a des, peut-être plus concernant Gruyère, mais par rapport à la Saint-Gine, simplement on ne pourra plus se faire soigner dans sa langue dans le canton de Fribourg. Simplement, l'HFR est en train de démanteler sa structure pour essayer de trouver un équilibre financier. Plus il démantèle, plus il perd en attractivité, et plus cette perte est présente, plus les Fribourgeois vont se faire soigner hors canton. Donc c'est un cercle vicieux et il faut dire stop. Les urgences de proximité, c'était peut-être une première étape, mais on doit vraiment réfléchir sur l'hôpital fribourgeois, sur quel hôpital on veut et sur comment le financer. Il y a des moyens qui existent, notamment les prestations d'intérêt général. Le canton de Fribourg n'a pas arrêté de baisser ses prestations d'intérêt général depuis plusieurs années. C'est donc des aides possibles pour des services publics. Ces choses-là existent et c'est au Grand Conseil, peut-être au peuple fribourgeois, de faire le nécessaire pour que ça se Daniel Savary, j'ai quand même une question pour vous. Vous êtes le premier à faire sonner le gong. J'ai quand même une question pour vous, concrètement. On fait un arrêt cardiaque, on appelle les ambulances le 144, on nous amène à Fribourg. En l'état, il n'y a plus d'urgence à RIA. Pourquoi vous battre encore pour ça? Alors, ça dépend de quelle urgence on parle. Si on parle des urgences vitales, il est clair qu'il y a la HFR, mais aussi le CHUV et l'hôpital de Lille. Suivant les pathologies, il vaut mieux aller directement au CHUV à l'hôpital de Lille qu'à la HFR. Mais il y a toutes les autres urgences. En récoltant les signatures, je suis membre du comité d'initiative, on a eu des dizaines, des centaines de témoignages de gens qui ont expliqué des urgences qui ne sont pas forcément vitales, mais où la proximité avait véritablement un intérêt primordial pour être pris en charge rapidement. On a des exemples où on a des enfants qui ne se font pas prendre en charge à RIA parce que les urgences pédiatriques ne sont pas à RIA, ils renvoient sur Fribourg et finalement ils sont pris en charge 5 à 6 heures plus tard, des choses qui sont assez aberrantes, je pense. Oui, Jean-Pierre Toutain. Oui, concernant la santé, il faudrait peut-être remettre le contexte de la mission du préfet. Le préfet est un représentant du Conseil d'État dans les régions. Il est aussi là pour remonter au Conseil d'État le problème des régions. Le préfet n'a pas une baguette magique pour dire on met demain les urgences à RIA ou on fait n'importe quel souhait de Pierre-Jacques ou Jean qu'on réadapte. Une chose qui est importante, c'est que pour moi, le préfet doit s'engager pour qu'on ait des structures régionales efficaces dans la santé, que le RIA doit être inséré dans le réseau du HFR, on n'a pas le choix. C'est aujourd'hui, l'HFR est pris entre l'INSESPITAL et le CHUV, et aujourd'hui, il doit se bagarrer pour résister et être là. Mais par contre, nous, qui sont les clients de l'HFR? C'est les patients, c'est nous, c'est les gruyériens. Et nous, on doit pouvoir avoir une sécurité des soins, on doit avoir confiance en notre système de santé, et on doit s'engager pour que RIA, entre autres, qui peut être un pôle pour l'ensemble des 3 districts du Sud, doit avoir un minimum de services et de prise en charge efficace, rapide. Merci. Il y avait Vincent Bosson et Gabriel Quevilly après. Concernant les urgences, ça fait très longtemps qu'on n'a vraiment plus à RIA de réurgence au sens où on l'entendait il y a 30 ans en arrière. Faute de personnel qualifié. Ils ont dû fermer les urgences à Tavel parce qu'il n'y avait tout simplement plus de personnel. Et nous, on a discuté avec les dirigeants de la HFR, ils nous ont dit mais ils auraient voulu avoir le personnel pour aller à Tavel, mais le problème c'est qu'il n'existe tout simplement pas. Je rappelle, on a tous fait l'expérience, hein, c'était des assistants de première année qui étaient à Rial dans les derniers temps des urgences. Alors, ok, donc on se fait soigner par un assistant de première. En gros, c'était un stage de luxe, un stage de langue de luxe pour médecins en provenance d'Europe de l'Est, avant le temps de l'accréditation pour aller dans un hôpital prestigieux pour les reconnaissances. Le problème, il était là, et on n'a plus perdu le personnel compétent. Moi, je pense, et ça a été dit en introduction, le plus intelligent pour moi en termes d'urgence, c'est de développer encore plus le 144, les ambulances sud et les premiers répondants.
Parce qu'en fait, l'important, c'est que les premières 15 minutes, vous soyez pris en charge, soyez en sécurité. Après, qu'on vous amène à Ria ou 25 km plus au nord, à Fribourg, ça change rien du tout. Ça change quelque chose pour les communes. Parce que les urgences, c'est pris par la HFR et par le canton. Les ambulances, c'est pris en charge par les communes. Et moi, ça me pose un problème de fond, là derrière. Je rejoins Jean-Pierre Douta, le rôle du préfet sera important ces prochaines années sur ce qu'on va développer au HFR. Moi, j'ai soutenu cette initiative pour que les Fribourgeois puissent une fois pour toutes voter là-dessus et prendre des positions. On l'a vu avec le Covid, je ne pense pas qu'il faut complètement sortir l'aspect du multisite. Le multisite est important, y compris avec des urgences. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par urgence ? Bien sûr, quand on fait une crise cardiaque, au moment où on aimerait bien avoir quelqu'un qui nous soigne et que ça aille le mieux possible, ben, j'espère bien. Mais par contre, derrière ce multisite, on voit qu'il y a un manque de communication. Moi, j'ai peur que RIA, ça soit Bilance dans 15 ans. C'est-à-dire, on a fait quelque chose, on a laissé quelque chose dans une région, puis quelques années après, quand on aura dû faire un hôpital à Bertigny, il y aura besoin d'un hôpital à Bertigny dans le site de Fribourg. Ça sera 6 ou 800 millions. On sait qu'on devra en faire un. Mais après, non, maintenant on a fait, ben, c'est bon, on verra ce qu'on fait de l'hôpital de RIA ou ce qu'on met dedans. L'autre point qui me dérange, c'est la communication du HFR dans les grandes lignes. Le canton a une commission de planification sanitaire dans laquelle siègent des députés, des médecins et autres. Elle se réunit une fois par année. Une fois par année. On a quand même un problème de fond par rapport à ça. Le HFR, en gros, fait cavalier seul. Il essaie d'avoir l'appui de certains politiques à des moments, mais derrière, cette gestion, elle est complètement, pour moi, déconnectée des réalités, déconnectée des communes, déconnectée des habitants. Je ne dis pas que c'est les communes ou le Grand Conseil qui va devoir aller dire au HFR, vous devez avoir tel service-là, tel service-là. Ce n'est pas forcément notre rôle. Mais derrière, on est des citoyens, on paye, on doit pouvoir exiger certains services. Après, je sais bien que ce n'est pas facile au niveau du financement, on ne pourra pas financer par les pics, il faut être tout à fait clair. Merci. Grégoire ? Oui, je crois qu'on se trompe un peu sur le sujet central de ce débat. Le sujet central, pour l'instant, c'était l'hôpital, mais en fait, moi, à mon sens, la chose la plus importante, c'est la sécurité des patients gruyériennes et des patients gruyériens. C'est ça qui doit vraiment qui doit nous diriger et qui doit diriger nos réflexions. Cette initiative, elle pose effectivement des bonnes questions, des questions légitimes qu'on a avec la proximité des différents soins, mais à mon sens, c'est un peu un leurre. D'une certaine manière, on a tous envie d'avoir des urgences très proches, d'avoir des services extrêmement efficaces, extrêmement compétents, mais jusque-là, en fait, on avait un ersatz d'urgence, on avait effectivement soit des jeunes médecins, soit, mine de rien, des médecins un peu moins bons, parce qu'au final, il n'y a pas une masse critique d'affaires où, voilà, si on doit réparer une fracture, mais que ça arrive seulement chaque 3 semaines, bah, c'est pas très intéressant pour le médecin, puis on peut pas avoir des très bons médecins, tous les meilleurs, ils partent dans les hôpitaux universitaires. Donc du coup, là, je crois qu'il nous faut avoir une double réflexion. La première, c'est la question des ambulances. Et là, il y a une grosse inégalité de traitement. La personne qui prend l'ambulance au Ouya ou bien à Montbovon, en fait, va payer beaucoup plus cher que si elle appelle l'ambulance à Villars-sur-Glâne, parce que mine de rien, il y a un tarif du fait de la distance. Donc là, il faut que l'État soit conséquent. D'une certaine manière, s'il retire les urgences la nuit des régions périphériques, à ce moment-là, qui compense pour qu'il y ait une égalité de traitement entre le citoyen de Bellegarde, de Châtel-Saint-Denis ou n'importe où dans le canton. Ça, et là, on est intervenu au Grand Conseil avec ma collègue Chantal Pitou qui travaille au HFR. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut revaloriser ce site de RIA. Il faut que ce soit aussi un lieu où on puisse avoir des emplois. Et ça, je crois que c'est une chance formidable, en fait, de créer un pôle de formation pour les médecins généralistes. On a cette nouvelle filière à l'université de Fribourg de spécialisation pour les médecins généralistes, sauf qu'en fait, ils finissent leur cursus universitaire, puis à ce moment-là, il n'y a plus rien qui est fait pour eux. Voilà. Moi, je trouve que le prochain préfet, en tout cas, si j'ai la chance de l'être, je m'investirai pour un site hospitalier fort et attractif à RIA. On a parlé des urgences avant, et moi je pense qu'il y a 2 aspects qui doivent être développés. C'est la mise en place du futur centre de santé. C'est quelque chose qui est tout à fait clair. On devra coordonner, d'ailleurs on a déjà décidé dans le district de la Gruyère de coordonner avec les 3 districts du Sud. La politique de l'HFR, c'est maintenant d'aller dans les centres de santé dans chaque district. En gros, en Revèze, on aurait un centre de santé de taille S. En Glâne, on aurait un taille M. Et en Gruyère, on aurait éventuellement un L. L'avantage de la décision des 3 préfets, c'est de se réunir tout le Sud pour avoir un centre de santé XL. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense que le prochain préfet il devra s'engager impérativement pour maintenir des blocs opératoires dans le futur site de RIA avec le centre de santé. Les blocs opératoires, c'est extrêmement important pour rester attractif
et puis pour accompagner ces futurs centres de santé qui auront toute une palette de spécialistes pour l'ambulatoire, et pour que ces spécialistes viennent dans les futurs centres de santé, il faut le rendre attractif, et donc il faut des blocs opératoires qui soient rénovés, c'est vrai, ils sont très vieux, et donc du coup pour faire venir les spécialistes pour l'ambulatoire qui est l'avenir, il faut impérativement qu'on se batte à Fribourg pour investir dans des blocs opératoires et éviter de voir partir le site de RIA. On dit les blocs opératoires RIA pour 20 ans, c'est pas si vieux que ça. Juste pour parler du personnel qui est plus qualifié ou du manque de personnel, c'est la même chose que la patientèle. Finalement, si l'hôpital, l'HFR dans son ensemble devient peu attractif, les personnels soignants vont voir ailleurs. Donc plus on démantèle l'HFR, plus on aura le problème de personnel. Et actuellement, le comité d'initiative est en train de se pencher sur la rotation de personnel à l'HFR, et comme dans n'importe quelle entreprise, une entreprise qui ne va pas bien connaît une grosse rotation de personnel, c'est le cas de l'HFR. Donc finalement, je redis, c'est un cercle vicieux. Plus on démantèle, moins on aura de prestations publiques, et c'est un vrai problème au niveau de la santé. Au niveau aussi de l'offre de santé, je vais citer un socialiste très célèbre, connu, Franco Cavalli, conseiller national tessinois, qui a pris le cas du Tessin, où il y a 4 hôpitaux publics par rapport à la Lombardie, qui a une région d'Italie où il y a eu le plus de privatisation. Lors de la crise du Covid, tout le monde a pu voir les images de Lombardie, ça faisait quand même assez peur ce qui s'est passé. C'est que finalement, il y a eu énormément un taux de mortalité très élevé, contrairement au Tessin qui a connu le même impact du Covid, avec un taux de mortalité largement moins, une prise en charge largement meilleure des personnes, simplement parce que l'hôpital public était présent et il y avait des hôpitaux qui étaient fonctionnels, jusqu'à 4 hôpitaux pour un canton comme le Tessin. Et je pense que Franco Cavalli, qui est en même temps médecin, oncologue, maîtrise le sujet, et c'est tout à fait intéressant de se pencher là-dessus. Gabriel Collier. Promis, je ne ferai pas sonner le gong. C'est toujours intéressant ces années électorales. Ça permet de découvrir qu'il y a des centres de santé qui vont se faire. Ça permet de dire, écoutez, pour pas que les régions soient trop fâchées, cette année, la HFR va lâcher quelque chose. C'est le genre de stratégie qui est à court terme. Et moi, ça me dépasse. On parle d'un centre de santé. Moi, j'en ai déjà entendu parler 1 ou 2 fois. Qui va payer ? Est-ce qu'on va de nouveau déplacer des charges pour les communes ? Si le but de HFR, c'est de déplacer son déficit sur les communes, ça ne me va pas non plus. Alors on nous promet beaucoup de belles choses, mais actuellement, dans le concret, il n'y a rien. En gros, le centre de santé est arrivé après la fermeture de bilance en disant « ouais, on va fermer les bilances, mais on va donner quelque chose aux régions pour qu'elles restent calmes ». Centre de santé, c'est une coquille vide selon vous ? Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est actuellement. Monsieur Ouais, Vidal. effectivement, mais quand j'entends toute cette discussion, elle est essentielle, elle est vraiment intéressante, mais on ne va pas pouvoir tout faire partout. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être un devin. Par contre, l'essentiel là autour, c'est que ça demeure dans les faits que le réseau de l'HFR soit vraiment bien organisé, soit vraiment efficient, et qu'il assure à toute sa population une prise en charge efficiente et la meilleure possible. Je crois que c'est dans cette direction. On sait qu'on n'aura pas... Moi, je veux bien qu'on ait des plateaux opératoires à RIA, c'est sûr, tant mieux. Est-ce qu'on devra peut-être travailler avec du public-privé ? C'est peut-être encore une autre question. Pourquoi pas ? Mais finalement, toute cette démarche, elle doit tourner autour du patient. Et puis à un certain moment, il y a des coûts, et à un certain moment, on accepte ces coûts. Donc c'est très important d'avoir une vision un peu plus large, et puis quand même de raisonner dans cette direction au bénéfice de la population fribourgeoise et gruyérienne en particulier. On parle beaucoup de ces centres de santé. Je m'étonne que les gens ne sachent pas encore ce que c'est un centre de santé. Les choses, elles sont claires dans la stratégie 2030. C'est que les soins ambulatoires qui sont l'avenir seront appelés à se développer dans les centres de santé, où justement on aura toutes sortes de spécialisations, chimiothérapie, réhabilitation, etc., qui font plus de sens de le faire à proximité. Surtout qu'en plus ça dure plus longtemps, en principe, et ce qui est plus rentable. Moi, je pense qu'il faut qu'on élève un peu le débat et puis qu'on pense qu'en fait, avec le centre de santé du Sud, c'est un bassin de 100 000 personnes. C'est les 3 districts du Sud, plus encore le pays d'en haut qui n'a bientôt plus rien. Et moi, je pense qu'avec un bassin pareil, on sera le 2e hôpital du canton
et que par conséquent, on aura droit à avoir un centre de santé développé avec des blocs opératoires qui sera attractif par rapport à des médecins privés. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps, il y a des médecins privés qui opéraient à RIA, ils ne le font plus parce que contrairement à ce qu'était M. Savary, les blocs opératoires à RIA, ils sont extrêmement vétustes. On doit investir là-dedans. Et donc, en investissant dans le bloc opératoire, on rendra attractif un centre de santé pour un bassin de population vaste de 100 000 habitants. Alors, je vais laisser Grégoire Koupski et Daniel Savary répondre, et puis ce sera déjà le terme du troisième thème. Par rapport à la politique du HFR, il faut qu'on se montre cohérent. Avant, le conseil d'administration du HFR était composé que de politique. Puis là, ça partait dans tous les sens. Honnêtement, c'était pas du tout cohérent. Maintenant, ils ont mis des spécialistes de la santé, des spécialistes reconnus au niveau suisse. Et je crois que de ce côté-là, il faut qu'on soit confiant dans cette nouvelle politique. Et cette fois-ci, ces liens d'intérêt des partis sont cette fois-ci enlevés. En revanche, par rapport à ce que dit Vincent Bosson, par rapport au centre de santé, honnêtement, qui sait aujourd'hui ce que c'est qu'un centre de santé et ce que ça va devenir? Je crois qu'honnêtement, c'est encore peu défini. Ça doit être défini. Et là, je salue l'initiative des médecins de garde de la Gruyère qui ont vraiment monté un projet de centre de santé en Gruyère pour que le Gruyère devienne le projet pilote de ces centres de santé, c'est eux qui connaissent véritablement les besoins des patients gruyériennes et des patients gruyériens, et je crois que ça, c'est grâce à ces initiatives de coordination entre les médecins qui connaissent le terreau et puis le HFR qu'on va pouvoir arriver à quelque chose de bien, puisqu'effectivement, tout ce qui est dialyse, chimio, on doit pouvoir le faire très proche, on ne doit pas exiger pour une dialyse d'aller systématiquement 2, 3, 4 fois par semaine à Fribourg. Alors, je reviens sur les blocs opératoires, donc aussi les centres de santé, ce qu'on en est, je crois, la troisième version en 6 mois de ce que va être un centre de santé. Une fois on ferme les blocs, une fois on les rouvre, une fois ils sont anciens, maintenant ils sont vétustes. C'est pas l'avis des médecins. Je suis désolé, mais je vous contredis, les blocs opératoires n'étaient pas considérés comme vétustes par les médecins qui y travaillaient, donc j'ai eu des témoignages directs par rapport à ça. Ensuite, je rebondis sur ce que nous a dit tout à l'heure Gabriel Colli par rapport à l'externalisation, le report des charges. Effectivement, c'est le canton qui paye les 97 millions de 2020 par rapport aux hospitalisations hors canton. Donc les gens qui partent du canton de Fribourg, qui quittent l'HFR pour se faire finalement soigner ailleurs. En 2022, on a été budgétisé 92 millions de francs. Donc effectivement, c'est des charges qui sont reportées sur les collectivités publiques. Et c'est une externalisation des charges de l'HFR. Et effectivement, c'est peut-être un faux calcul de démanteler l'hôpital public tel qu'on le connaît. Oui, Gabriel. Oui, un dernier mot par rapport à Guillaume Koupski. Il n'y avait pas que des politiques, il y avait 3 députés qui représentaient les régions. Ces 3 députés ont maintenu leur site dans leur région au maximum. Après, il y avait des anciens conseillers d'État socialistes, là-bas, pour être tout à fait franc. Alors moi, sur le fond, qu'on sorte l'entier, il y avait aussi des spécialistes, je n'ai pas tous les noms, mais qu'on sorte l'entier du politique là-bas dedans et de laisser juste un conseiller d'État, c'était une des principales erreurs, parce à déconnecter l'entier des régions. J'aimerais juste compléter par rapport aux 97 millions de M. Savary. Il ne faut pas croire que si l'HFR était 100%, pouvait s'occuper de 100% de sa population, que ces 97 millions pourraient être enlevés des charges de l'État. C'est faux, il y aura toujours des hospitalisés à l'extérieur, donc le canton devra prendre des pathologies particulières, entre autres. 20 millions en 2012, il y a eu la réorganisation tarifaire, donc finalement c'est plus 77 millions en 9 ans. Donc effectivement, l'HFR est devenu moins attractif. Les chiffres sont têtus. Jean-Pierre Doutin qui profite de l'échange de micro pour en placer une, mais c'est bien, vous êtes là pour ça. Et puis, le débat sur les EMS, j'imagine qu'on l'abordera lors d'un débat dans 2 semaines à Riyad, si je ne me trompe. On passe à l'aménagement du territoire et le tourisme. J'ai presque l'impression qu'on va parler que d'aménagement du territoire, avec le thème du moment promis, on l'aborde en fin de partie. D'abord, une question sur le plan directeur régional qui a été mis en consultation ce printemps. Est-ce qu'il vise juste, selon vous, normalement, notamment par rapport aux zones d'activité? En gros, ces zones d'activité, on sait que la nouvelle LAT fédérale, reprise par la LATEC cantonale, c'est finalement du ressort des régions. C'est plus tellement les communes qui décident si oui ou non elles veulent une zone d'activité. Et le plan directeur régional les fixe le long des axes de
transit, les axes de transport, à savoir entre Vonru et Bro, en passant par Voidance et Bulle. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça convient les communes, par exemple Corbière? Bien sûr que non. Mais en gros, on est démunis. On a ce plan directeur régional, il était préparé. Les communes peuvent faire toutes les remarques qu'elles veulent. Les gens voulaient accepter la latte. Moi j'étais contre, ben voilà, ils l'ont accepté. Donc maintenant, il faut prendre notre bâton de pèlerin. Puis si un jour on a une entreprise dans notre commune qui veut se développer, eh ben on lui dira d'aller payer du terrain à Bulle un plus tôt possible ou dans d'autres régions. Mais il faut être tout à fait clair. On a mis maintenant ces pôles régionaux. Ben voilà, pour les petites communes, ça va être très très compliqué. Et moi j'ai surtout du souci pour les entreprises qui sont présentes dans nos communes. Qu'est-ce qu'elles feront quand elles voudront un peu de terrain pour se développer, pour s'agrandir? On sait que notre tissu économique en Gruyère, c'est principalement les PME. Après, on a quelques grosses boîtes à côté. Mais qu'est-ce qu'on va dire à ces PME demain? Moi, comme syndic, j'ai aussi des jeunes qui ont monté des boîtes maintenant, qui disent « Ouais, il nous faudra un bout de dépôt, quelque chose ». C'est impossible pour une PME qui se lance d'avoir 600 mètres carrés ou 700 mètres carrés de dépôt. C'est impossible actuellement. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se foutre en zone agricole. À terme, ça vient dénoncer à la préfecture, et puis il faut se bouger. Mais on a foutu en l'air un système qui marchait. La latte était peut-être... Il y avait un vrai problème de mitage du territoire. Mais je ne pense pas que c'est en densifiant tout autour des villes et dans ces régions-là qu'on va faire quelque chose pour ces PME. Vincent Besson. Alors effectivement, je rejoins Gabriel Collier sur le fait que la situation actuelle découle des votations de la latte, où le peuple suisse a clairement décidé de mettre un frein à ce développement. Au niveau du plan directeur régional, je dirais qu'à ce stade, après beaucoup de temps, c'est actuellement un bon compromis. Alors bien sûr, en fonction de la sensibilité, on n'est pas assez vert, on met trop de barrières à la mobilité, à l'économie, etc. Mais il faut savoir que ce plan directeur régional, il a le mérite de ne pas être une bible de 1500 pages, mais d'être 15 principales mesures qui seront réévaluées tous les 5 ans. Donc si on se rend compte qu'on va dans la mauvaise direction dans un domaine, on aura la possibilité de corriger le tir dans 5 ans, pour améliorer tel ou tel domaine. On parlera certainement de la mobilité et tous ces aspects-là. Y compris, ça pourrait donner lieu à une ouverture de nouvelles zones d'activité dans un autre village? Alors ça, il faudra, alors là, ce sera alors le challenge de la future, du plan directeur régional. L'avantage, c'est qu'au moins, dans le plan directeur général, on a déjà prévu la manière de le mettre en place. Grégoire Koupski. Oui, je crois que ce plan directeur régional est ambitieux et il faut qu'on se montre ambitieux. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. D'un côté, on veut protéger nos pâturages, protéger nos zones non bâties, nos zones agricoles, elles ont été quand même grignotées, ces zones agricoles, toutes ces dernières années en Gruyère. Et puis je crois que c'est aussi ça qui fait la beauté, la richesse de notre région, de notre paysage. Et puis de ce côté-là, il faut être cohérent. Du moment où on veut protéger ces zones agricoles, il faut qu'on concentre les activités, notamment industrielles, à certains endroits. Et puis c'est cohérent au niveau de la mobilité, dans le sens où est-ce qu'on a envie tous d'avoir un certain nombre de camions qui passent devant notre maison, dans notre localité. Il faut concentrer ce trafic lourd et ce trafic qui est vraiment dérangeant dans les zones d'activité autour de l'autoroute, parce que là, c'est directement ces accès qui doivent être favorisés. Jean-Pierre Doutin. Oui, donc comme il a été dit, donc le plan directeur régional découle du plan directeur cantonal directement et il ne peut pas être en dehors des exigences du plan directeur cantonal. Et je dirais que la chance du plan directeur régional, c'est que c'est pour la première fois, la région a l'obligation de gérer de manière, dans le périmètre d'un district, tout ce problème de l'aménagement du territoire. Alors c'est clair que je suis aussi frustré par rapport à des objectifs qu'on laisse entendre par rapport à des petites communes qui ont une petite zone d'activité et qui ce sera toujours plus dur de la développer. Mais il y a aussi d'un autre côté un certain sens par rapport à l'organisation de la mobilité, par rapport à l'organisation de la pendularité. Mais on doit, je dirais, la Gruyère doit rester forte, la Gruyère doit rester attractive. Et il a été dit combien de fois que le plan directeur cantonal, où les pales des communes dispersaient un périmètre de mètres carrés dans tout le district, qui n'était souvent pas idéal pour une entreprise de s'y implanter. Alors le plan directeur régional a eu le mérite de regrouper
ces espaces. Malheureusement, on en prend ailleurs pour les mettre ici, mais je crois que si, dans une vision de long terme, et ça c'est le rôle du préfet justement, d'être un relais entre les communes et le plan directeur régional, d'être un relais privilégié entre les gros objets ou les grandes surfaces nécessaires au district et envers Fribourg, pour aussi aller les défendre. Et c'est naturellement que ces espaces ne pourront être que liés à la mobilité et liés à l'attractivité de la Gruyère. Daniel Savary. Je pense qu'on a guère le choix, c'est qu'on doit effectivement concentrer les zones d'activité vers les centres si on entend accueillir des implantations comme je pense à Liber, Farchim. C'est des implantations d'entreprises qui vont générer beaucoup d'emplois, haute valeur ajoutée. Ça participe aussi à la richesse de la Gruyère. Mais ensuite, il y a effectivement la problématique des communes. Et là, je pense qu'on peut avoir une approche un peu différenciée qui n'est pas quantitative mais qualitative. Je pense qu'on peut, en tant qu'architecte, on peut finalement revitaliser des zones où souvent ne sont pas exploités à leur plein potentiel. Je pense déjà dans les zones existantes, il y a une véritable possibilité d'augmenter les potentiels d'implantation, de développement d'entreprises, malgré ce qu'on pourrait penser a priori. Ça fait partie de mon métier de connaître ça, d'essayer de densifier, de rajouter des activités dans un endroit qui a priori n'était pas destiné à le recevoir. Rapidement, Gabriel Colli. Oui, il faut être tout à fait clair. Revitaliser ou redensifier dans des zones d'habitat pour de l'activité, vous avez été conseiller communal. Alors je vous laisse aller expliquer à des citoyens qu'il faut venir mettre un atelier mécanique au fond d'un immeuble. Ça va être sympa le changement d'affectation. Puis l'autre point qu'il y a, ce que vous dites là est juste, mais dans certaines communes, ça sera tout bonnement impossible. On sait que dans une zone centre-village, on peut faire quelques petites activités. Mais actuellement, si vous mettez un changement d'affectation d'une vieille grange, on va dire dans un village, pour le citer Villars-Volard, je vous laisse aller à l'ADEC pour leur faire expliquer ce que vous voulez mettre. Hein. Ça ne passe plus, un point c'est tout. Donc oui, on pourra densifier, comme vous le dites, on pourra revitaliser, mais que dans certaines communes. D'autres petites anciennes communes, maintenant fusionnées autres, d'autres places, ne pourront plus rien faire. Et ça, c'est un fait, et il faut le dire clairement aux citoyens. Très vite. Je parle des zones artisanales et industrielles que je connais. Oui, il y a beaucoup d'espace libre. Il y a effectivement des possibilités de densifier. Effectivement, il y a un gaspillage de terrain. Et je pense qu'il est dommage d'étendre les zones artisanales sans trop de réflexion avant de pouvoir exploiter ces potentiels de densification. On parle évidemment pas d'implanter de l'artisanat dans les zones d'habitation, mais effectivement de développer les zones qui existent et de développer aussi des zones de plus grande activité si on entend d'avoir des entreprises qui peut-être aussi dépassent la PME, à savoir une entreprise comme Farchim ou Liber, créer un tissu économique dont toutes les PME profitent. Très rapidement, je fais un petit débat sur la mobilité, après on viendra au tourisme. Mobilité, qu'est-ce qui se passe en Gruyère? On a mis à disposition des gruyériens un RER avec la cadence à la demi-heure, des bus mobiles avec la cadence au quart d'heure, des cadences plus élevées pour les bus régionaux, pour le rail. On leur construit une nouvelle gare. On a fait la H189, pourtant les gruyériens sont parmi les plus mauvais élèves en termes de mobilité douce. Qu'est-ce qui se passe avec les gruyériens? Déjà, quand l'ADEC fait des routes, typiquement Corbière et Charlens, ou bien Villars-Volard-Botrans, il faudrait bien mettre des pistes cyclables. Parce que moi, je trouve ça totalement honteux qu'on fasse des routes à l'heure actuelle, des routes qui vont quand même durer, 30, 40 ans, je sais pas, je suis pas un expert, j'ai pas la durée de vie des routes, et on n'a pas une piste cyclable. Et ça, pour moi, c'est aussi le rôle du préfet dans la prochaine législature, c'est de dire, lorsqu'on va passer ce dossier-là, il faut mettre des pistes cyclables. Moi, j'essaie de le faire comme ça, qu'on m'a répondu non, c'est pas le bon service, c'est le service, là, c'est le fait d'entretien, c'est le service d'investissement qui décide si on met des pistes cyclables. Ce genre de choses-là va jamais encourager les gens à se déplacer en vélo pour avoir une meilleure mobilité. Il faut être bien clair. Après, sur les gruyériens, moi, j'ai fait toute ma jeunesse à 4 km du centre du village, avec une route qui monte et qui descend assez pentue. Ouais, on va pas se passer de voiture demain. Donc, il ne faut pas demander aux gens des régions périphériques, qui sont, hélas, pour certains, très mal desservis en transport public, de se passer de la voiture. Vincent Bosson. Alors, effectivement, en termes de mobilité douce, il faut reconnaître qu'en Gruyère, on est en retard. On a fait l'expérience en famille pour aller même de Ria à Bulle, tout le monde à vélo, avec des enfants en bas âge. C'est extrêmement dangereux. On n'ose pas le faire parce qu'on passe un petit peu pour des gens, des parents indignes.
On doit impérativement s'améliorer dans le domaine, ça c'est clair. Moi je vois deux solutions. Il y a Mobule, c'est le premier point. On a encore beaucoup de marge d'amélioration en termes de capacité et de cadence, ça on le sait. Et puis la mobilité douce, alors on va pas pouvoir faire la mobilité douce identique à Bulle et qu'à Montbovon ou Yaoun, mais on sait, et les spécialistes nous l'ont dit depuis un certain temps, sur un périmètre de 10 km autour de Bulle, si on développe la mobilité douce et le potentiel du vélo, on peut réduire jusqu'à 50% les trajets en véhicule. Donc ça c'est clair. Moi je pense que l'ARG par contre, évidemment les problèmes de mobilité ne s'arrêtent pas aux frontières communales, là, ça fait longtemps qu'on le sait, mais je pense que l'ARG aura un rôle prioritaire pour financer et coordonner ces différents projets d'amélioration de la mobilité douce en Gruyère. Grégoire Koupski. Oui, alors ça m'amuse beaucoup d'entendre Gabi Colli faire l'éloge des pistes cyclables, parce que j'ai encore été vérifier les différents votes au Grand Conseil. Il a refusé tous les budgets supplémentaires pour créer des pistes cyclables. Et là-dessus, ce qu'il faut voir, c'est qu'actuellement, avec le budget donné par les 5 conseillers d'État de droite qu'il y a actuellement, on peut faire 8 km de pistes cyclables par année dans tout le canton. 8 km, c'est rien du tout. On donne vraiment des bouts de ficelle pour ces pistes cyclables. Et puis là-dessus, je crois qu'il faut, alors de manière globale, un vrai mouvement, parce qu'au final, si les gens sont aussi peu à vélo, c'est que c'est encore beaucoup trop dangereux. À Bulle, c'est que des demi-mesures pour le vélo, c'est que des demi-mesures qui mettent soit en danger, soit les piétons, soit les cyclistes. Et je crois que là-dessus, on peut plus continuer sur cette voie-là. Et je crois qu'il faut de réels investissements maintenant, et puis faire pression au niveau du canton pour le faire. Et puis j'invite les députés qui sont là à voter cette fois-ci les pistes cyclables. Allez, on règle la question vite en vitesse. Rapidement, les pistes cyclables. L'ADEC n'utilise pas tout l'argent à disposition pour les pistes cyclables. Allez demander à votre conseiller d'État, allez lui demander combien est-ce qu'il lui reste par année pour les pistes cyclables. Alors, c'est bien juste de faire des théories au Grand Conseil, puis de proposer des dizaines de millions de plus, mais qu'ils utilisent déjà les montants qui sont dans les budgets. Et quand on ne fait pas de pistes cyclables sur une route neuve, qu'on refait, c'est honteux. Je suis désolé. J'ai conduit dans ma jeunesse, je conduis de temps en temps des tracteurs. Quand vous êtes à la montée des Charlances, puis qu'il y a un tracteur qui est derrière le vélo, puis que les deux vont pas bien vite, je peux vous garantir que quand vous passez à côté, c'est dangereux. C'est dangereux pour le type qui est dans le tracteur, mais c'est encore plus dangereux pour le vélo. Donc moi, je trouve honteux qu'on les fasse pas. Alors, c'est bien joli de dire qu'il faut des budgets en plus, mais qu'on utilise déjà ce qu'on a et qu'on foute ces pistes cyclables quand on peut les mettre. On a compris. Daniel Savary. Alors bon, moi je vais être un peu positif, c'est que, bonne nouvelle, le plan directeur régional, il y a passablement de faiblesses, mais au niveau des transports, je pense qu'il est pas mal. Effectivement, bon, on va pas mettre tous les gruyériens sur des vélos, mais il y a les pistes cyclables, c'est bien sûr quelque chose qui doit être développé, mais aussi tout ce qui est parking d'échange, ça je pense que c'est important, c'est-à-dire que en Gruyère, on prend sa voiture, on va jusqu'au parking, et s'il y a des transports publics, on offre la possibilité aux personnes de prendre ces transports publics, je pense que les choses se feront. Et je pense que la mobilité en Gruyère va aller dans le sens d'une mobilité douce si justement on croise tous ces différents modes de mobilité. Et le plan directeur, de ce point de vue-là, est assez porteur d'avenir. Je pense que c'est une bonne nouvelle, on peut le souligner. Jean-Pierre Doutin, enfin. Oui, la mobilité douce, effectivement, on a une lacune à Gruyère, on n'a pas besoin de compléter. Et je crois qu'elle est encore plus importante dans la mesure où on veut développer un tourisme doux, un tourisme de qualité, et à travers cette mobilité douce qui doit être développée, il n'y a pas que les vélos, parce qu'on parle des vélos et des pistes cyclables, mais la mobilité multimodale, elle doit être réfléchie dans son ensemble, et puis elle a encore un potentiel de développement assez important. Parce que je reste convaincu que la mobilité ne va jamais diminuer. Elle va être décarbonée, elle va être multimodale. Il a été dit, on va se déplacer en partie en voiture, en partie en transport public. Il y aura des hubs de mobilité. Donc il faut que tous, une fois, on ne peut pas prendre un sujet, le vélo, puis pourquoi on ne fait pas assez de vélo? On doit l'intégrer dans un ensemble de développement, de mobilité, et ça c'est indispensable. Enfin, venons-en au tourisme. Alors évidemment, Goya Honda, je ne vais pas vous demander si vous êtes pour ou contre, je crois que ce n'est pas nécessairement très utile, mais moi j'ai envie de vous poser la question sous un autre angle. Depuis 25, 30 ans, 40 ans, même plus que 40 ans, la Gruyère, sous l'égide de l'ARG, réalise de grands projets. Et là, tout d'un coup, on sent une fébrilité pour ce projet-là. Alors, vous allez sans doute dire s'il est bon ou pas bon, mais est-ce que la Gruyère est encore capable de se réunir pour défendre des beaux projets? Ça a été les stations de ski à l'époque, ça a été un temps la maison Carrier, c'est privé, vous me direz, mais aussi les bains de la Gruyère, c'est des équipements touristiques d'importance. Est-ce qu'on ne sait plus se réunir pour un projet, quitte à l'améliorer, quitte à le déplacer, quitte à faire autrement? Daniel Savary.
justement peut-être à le déplacer, parce qu'effectivement, je pense que Goyaoda part d'un projet qui était démontable, dont je me rappelle à la base. Finalement, c'est un projet qui est important dans le lac de la Gruyère. Ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. On se réunissait peut-être derrière des projets de ski alpin, mais parce qu'on a des préalpes, on a des montagnes. En Gruyère, on n'a pas des grandes vagues, que je sache. Donc effectivement, on peut se poser la question sur la pertinence de ce projet, surtout à son implantation. On voit qu'il y a un projet similaire qui s'est fait en Valais. Ce projet est en zone sportive, proche d'une sortie d'autoroute. On ne doit pas traverser un village comme Morlon pour le rejoindre. C'est voilà, pourquoi pas le faire, mais ailleurs. Mais ça, c'est un projet privé. Finalement, il appartient aux entrepreneurs de définir quel est le sens qu'ils veulent donner à ce projet-là. C'est pas un projet peut-être qui réunit une région comme à l'époque c'était pour les remontées mécaniques. Et en plus, avec le changement climatique, je pense qu'on doit changer d'optique. On doit maintenant peut-être viser un tourisme plus doux, orienté sur les familles, et peut-être éviter, on parlait des zones artisanales, mais aussi au niveau du tourisme, peut-être éviter de trop bétonner la nature. Il y a des exemples, pas loin, à 30 km d'ici, il y a le parc régional du Diemtiktal. Ils ont pris ce virage de freiner finalement le développement quantitatif pour du qualitatif. On peut le faire aussi en Gruyère. Grégoire Koupski. Oui, je crois qu'il ne faut pas nécessairement que la région se réunisse autour d'un projet qui soit construit, qui soit un projet concret au niveau d'un bâtiment qui sort de terre. Je pense que c'est autour d'une forme de tourisme que l'on souhaite. Et je crois qu'il y a ce tourisme durable, et je crois qu'on peut montrer, la Gruyère peut devenir un véritable centre suisse du tourisme durable. On a une chance extraordinaire, c'est d'avoir des chemins de randonnée qui soient à la fois en plaine, autour du lac et en montagne. Et puis ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est la question des produits du terroir. Je crois qu'on peut vraiment valoriser ces produits du terroir pour le tourisme, allier randonnée et produits du terroir. Et puis quand vous allez voir dans les trains le samedi et le dimanche le nombre de Suisses alémaniques qui sont avec leur bâton de marche, en fait c'est ce touriste-là qui est respectueux de la nature et qu'il nous faut attirer. Et ça, c'est des gens qui passeront des nuitées en Gruyère, qui mangeront des produits locaux, qui feront de la pub auprès de leur entourage. Et c'est un produit, je pense, véritablement l'avenir de notre région au niveau tourisme. Je ne sais plus qui était le premier, mais on va dans la suite, Jean-Pierre Douta. Oui, alors écoutez, la Gruyère s'est développée touristiquement grâce essentiellement à des volontés privées. Elles ont régulièrement fait caboter derrière, mais aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu des privés, il n'y aurait pas de remontée mécanique. Est-ce qu'on pourrait les faire aujourd'hui? S'il n'y avait pas eu des volontés privées, il y aurait bien des éléments touristiques qui ne seraient pas là aujourd'hui. Le projet Goyaoda, puisque c'est de celui-ci qu'on parle, si vous l'avez tous vu dans son intégralité, n'a pas qu'un volet de sky, de surf et puis de mobilité. Il a un volet beaucoup plus large. Et personnellement, ce n'est pas le préfet qui doit dire si ce projet peut s'inscrire en Gruyère ou pas. Je rappelle qu'il y a une fiche déposée au canton. Le canton a accepté une fiche. Au directeur cantonal. Au plan directeur cantonal. Ces fiches ont 3 niveaux. Elles sont préalables, en cours ou réglées. Avant qu'elles soient en procédure réglée, aucune procédure de changement d'affectation de terrain ou de mise à l'enquête ne peut avoir lieu. Aujourd'hui, à ma connaissance, elle est en fiche, elle est en coordination en cours. Donc elle est en train d'être discutée. Ça ne veut pas dire que ça se réalisera. Ensuite, dans tout projet en Gruyère, que ce soit sur ma commune ou ailleurs, s'il y a un projet d'une telle ampleur, je pars de l'idée que la commune siège devrait quand même prendre une claire position. Parce que si la commune de Gruyère, ou si le syndic dirait on ne veut pas de ce projet-là, ben je crois que le projet il serait assez vite écarté, voire il serait peut-être proposé ailleurs. Donc il y a aussi une responsabilité des locaux, il y a une responsabilité naturellement d'un projet, mais il a le mérite d'être innovant. Vincent Bosson. Alors avant de parler de Goyaoda, je dirais que de manière générale, on a un réchauffement climatique qui nous force à nous réinventer en termes de tourisme. Moi je pense que ce réchauffement finalement ça peut être vu comme une chance. On a le sud ma foi, qui se réchauffe et puis nous en Gruyère avec les préalpes de moyenne montagne, on a une bulle, une bouffée d'air frais avec en plus plein de verdure qui va nous permettre de développer un tourisme sur 4 saisons, un tourisme doux et estival. On risque par contre d'avoir un petit problème pour l'hiver. Parce que alors c'est clair qu'avec le réchauffement l'hiver, ça va nous embêter pour nos stations. La question des canons à neige est un débat. Alors moi je pense qu'aujourd'hui on peut plus faire des canons à neige pour un enneigement artificiel sur un domaine skiable complet, c'est clair, ça ferait pas de sens. Par contre, on peut, en n'étant pas trop dogmatique peut-être, quand même utiliser des canons pour quelques petits courts chemins pour venir de pistes, etc. Donc en gros, on a une chance de développer les 4 saisons
Alors, Goyanda. Alors, c'est clair, Goyanda, ça a été dit, c'est un projet privé. On ne connaît pas grand-chose, à part ce qu'on a vu dans les journaux. Ce qui est sûr, c'est qu'un candidat à la préfecture ne peut pas se positionner pour ou contre Goyanda, au risque de devoir se récuser par la suite. Donc, moi, je ne vais pas dire si je suis pour ou contre Goyanda. Je donnerai mon sentiment général concernant ce projet. C'est clair que s'il se concrétise, ce qui n'est pas encore garanti, c'est pas parce qu'il est dans un plan directeur cantonal ou un plan directeur régional que forcément il va se réaliser. Quand on prend le plan précédent de 1996, Pensée-Gruyère, il y a plein d'infrastructures qui n'ont jamais été faites. On parlait d'une maison du tourisme, on parlait d'un grand hôtel. 30 ans plus tard, on les cherche encore. Donc Goyanda, c'est pas parce qu'il figure dans l'affiche qu'il sera réalisé. Mais dans tous les cas, les promoteurs de Goyanda, ils sont devant un challenge incroyable. Finissez vite, finissez Alors, vite. pour moi, une fois s'ils arrivent à mettre tout le monde d'accord, ce qui n'est pas garanti, il y a 2 points extrêmement importants. Ils devront clairement définir l'accès, la question de la mobilité des accès, et garantir une intégration dans un paysage magnifique à Morlon. Gabriel Collier. Je vais quand même répondre à la question. Donc, moi, je pense qu'il y a un grand projet qui s'impose une fois en Gruyère, touristique, oui. Je pense que les Gruyériennes pourront être derrière. Et ce projet, s'il est mené par des privés, devrait être soutenu par le préfet qui sera élu. Après, sur Goyanda, moi, alors, je ne suis pas juriste, donc je me permets de dire que moi, je suis plutôt contre ce projet. Je pense qu'il est intéressant par sa durabilité. Quand on voit ce qu'ils veulent faire, là-bas, ce qu'ils veulent développer par rapport à l'hôtel, à la pointe de Morlon, il y a quelque chose qui est intéressant, il ne faut pas le nier. Après, sur l'aspect de la vague et autres, on peut bien se poser la question si on a besoin de ça quand il y en a une à Sion, pas bien loin. Après, sur le tourisme en général, sur la marche, c'est très bien la marche, M. Koupski. Mais vous qui êtes un grand pratiquant du vélo, allez demander aux gens qui ont croisé des VTT électriques sur les sentiers pédestres tout l'été passé, qui descendaient souvent assez vite, ce qu'ils pensent des VTT électriques, les marcheurs et l'inverse. Donc on a clairement un problème d'infrastructure, il faut être clair. Et ces infrastructures, on devra les développer. On devra les développer dans le district pour justement faire cohabiter ces différentes sortes de tourisme. Puis l'autre problème qu'on a dans ce développement du tourisme, qu'on peut vouloir doux ou pas, mais même si on veut développer du tourisme doux, les gens veulent développer un peu de tourisme, veulent du tourisme doux, mais ils ne le veulent pas à côté de chez eux. C'est le principal problème qu'on a maintenant. C'est qu'on peut vouloir développer ce qu'on veut au bord du lac, mais je comprends, et si j'étais à leur place, je soutiendrais aussi les riverains, moi je ne veux pas ça devant chez moi. Donc des développements, on devrait en faire, des toilettes au bord du lac, on devrait en faire, des choses comme ça, on n'aura pas le choix, parce que les gens sont là, ils sont présents, ils viennent. Donc on ne peut pas les laisser sans infrastructure. Une question sur Goyanda toujours par rapport à la phase où on en est maintenant dans ce projet. Est-ce que vous considérez que c'est le moment approprié pour lancer une consultation de la population qui serait limitée à Morlon? Est-ce que les habitants de Morlon pourraient être seuls à décider de ce projet? Pour moi, ce serait peut-être rattraper le train en marche, parce que plus que le projet en lui-même, il y a un problème de gouvernance. On parlait de la transparence des associations intercommunales. Si Goyanda est inscrit dans le plan directeur cantonal, il n'a pas fait tout seul, c'est pas spontané une inscription comme ça. Donc, qu'est-ce qui a précédé cette inscription? Est-ce que c'est le préfet aussi qui a pu connaître ce projet? Est-ce que c'est l'ARG, le comité de l'ARG, qui finalement préside le plan directeur régional? Bref, il y a une inscription dans le plan directeur cantonal. Si on remonte, on se rend compte que la commission d'aménagement local n'a pas été consultée par rapport à ce projet, ce qui est quand même problématique. Donc effectivement, pour moi, il y a un déficit de démocratie au niveau de ce projet. Et je pense que, récusé par récusé, ça concerne la préfecture, ça concerne les élus. Et je pense que pour en avoir un peu le corps net, il faudrait peut-être que la population puisse au moins se prononcer à titre consultatif sur ce projet. Monsieur Bosson. Alors, soumettre la question de Goyanda aujourd'hui devant la population même de Morlon, c'est un peu comme les fusions. On réagira dans l'émotionnel sur un projet que, je répète, on ne connaît pas. La seule connaissance que j'ai de ce projet, c'est une reconstitution de la Gruyère. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, alors déjà, c'est pas parce qu'il est inscrit dans le plan, alors je sais pas qui c'est qui l'a mis dans le plan, que ça soit bien clair, mais c'est pas parce qu'il est inscrit qu'il sera réalisé. Et puis je dirais, troisièmement, même si, après tous les embûches qui vont se poser sur la route des promoteurs, il devait y avoir un projet concret, ce sera une procédure ordinaire dans laquelle tout un chacun, les riverains auront l'occasion de s'exprimer, faire opposition, etc. Et je peux vous garantir que, contrairement à ce que certains pensent, la préfecture rejette des permis de construire. On est en procédure au tribunal cantonal, donc le processus démocratique, s'il n'a pas été respecté avant, il pourra être récupéré le jour où un projet sera sur la table et sur lequel tous les gens, les concernés, les riverains pourront s'exprimer et faire opposition. Du point de vue procédure, je rappelle quand même
qu'un plan directeur régional est contraignant pour la commune, c'est-à-dire dès l'inscription de Goya-Honda dans le plan directeur régional, finalement, on devrait étudier la création d'une zone spéciale. Et ensuite, il y a la qualité pour agir. Je pense que tout un chacun ne pourra pas s'opposer pour s'opposer, et leur opposition va être écartée, et ce sera les associations qui pourront s'opposer. Alors, réponse directe de M. Bosson. Non, mais la qualité pour agir des gens qui sont directement touchés, elle est garantie par le CPJA. C'est clair, la personne de Maubovan, elle n'aura rien à dire sur Goya-Honda, on est bien d'accord, mais les gens de Morlon, les riverains, ils pourront s'exprimer sur ce projet, c'est clair. Grégoire Koupski, vous avez demandé la parole d'abord. Oui, je crois que par rapport à Morlon, avant tout, c'est une faute politique du conseil communal. C'est pas une faute juridique, c'est une faute politique, dans le sens où on a des structures. On a la commission d'aménagement qui manifestement a été délaissée, et ça je crois que c'était une erreur. Même si elle n'a pas un pouvoir décisionnel, c'est extrêmement important de sentir un peu le ressenti des gens, comment est-ce qu'ils perçoivent la chose. Et puis la deuxième chose, c'est de faire une assemblée. Même si la population n'a pas vocation à décider si oui ou non, in fine, le projet va se réaliser ou pas, c'est important que le conseil communal aille à l'écoute de la population et qu'il y ait un vrai échange. Puis ça, je crois que ça coûte rien, ça mange pas de pain de faire une assemblée, de faire juste un vrai dialogue avec la population pour ne serait-ce que d'avoir un retour. Et ça, je crois que c'est plus une fausse politique qu'une question de procédure. Très vite, Jean-Pierre Doutin. Très vite, juste pour dire à M. Savary que toute fiche qui a été déposée au canton, qu'elle soit passée par la commune ou pas, si le canton l'a acceptée et l'a mis dans son plan directeur en information préalable, la région a l'obligation de l'intégrer. Je ne veux pas dire qu'il doit être d'accord avec, il a l'obligation de l'intégrer dans le plan directeur régional dans un premier temps. Et je vous rappelle que le plan directeur régional n'a pas encore été à l'enquête. On ne va pas discuter de ça trop longtemps, on discutera de ça après au bar peut-être, M. Savary. Je donne peut-être la parole à... Qui a déposé la fiche? Ouais. Gabi Colli. Par rapport à ça, je ne pense pas que c'est une faute politique du conseil communal de Morlon. Je ne me permettrai pas de dire c'est un choix politique qu'ils ont fait. C'est un choix politique. Ils doivent l'assumer. Alors avec les conséquences qu'on y voit maintenant, il faut être tout à fait clair. Ils doivent l'assumer. Je trouve un peu dur le mot de faute. Ils l'ont fait, ben voilà. Après, ça dépend de tout. Et là, je rejoins Vincent Bosson. Il faut avoir quelque chose de concret derrière. Donc si on a quelque chose de concret, ben, il faut pouvoir développer. Alors à mon avis, il y a un manque de communication qui doit venir du conseil communal, des promoteurs, etc. Il y a sûrement un gros manque de communication. L'autre point qu'il y a sur Goya-Honda, et c'est peut-être là que ça me dérange le plus, j'ai pas mal eu de réactions de personnes qui veulent aussi développer des projets puis qui m'ont posé la même question. Ouais, mais comment ça se fait qu'ils soient dans le plan directeur ? Et c'est vrai qu'on ressent pas mal ça maintenant chez des gens qui avaient peut-être d'autres projets et qui disent ouais, mais pourquoi nous on n'y est pas puis Goya-Honda y est. Et ça, c'est vrai que c'est pour moi quelque chose, un moment qu'on devra élucider, c'est de dire pourquoi est-ce Goya-Honda est là maintenant. Alors moi, j'ai pas du tout de connaissance par rapport à ça, comment ça se fait qu'il soit dans ce plan directeur. Si j'ai bien compris, c'est un appel à candidature quelque part. Chacun pouvait déposer son projet. Monsieur Bosson, vous voulez encore... Ah d'accord, c'était dit. Voilà, je vous remercie beaucoup pour tous ces débats. J'ai l'impression que dans les 10 minutes qui restent encore, la question sera un peu au rendez-vous. Voilà, 10 minutes de questions de la part du public. Je vais essayer d'aller avec le micro le plus loin possible. Je ne sais pas si c'est celui-là qui sera plus adapté. Est-ce qu'il y a d'abord des questions? Peut-être. Ah, non. Ah, voilà. Mais il n'y a pas de micro. Ah, si jamais je la retranscris pour l'enregistrement. Moi, je suis très heureux de ces débats qui sont nourris. Il y a des positions qui sont bien différentes. Je crois qu'on ne vous entend pas derrière quand même. Si, ça vous embête pas quand même de... Oui, allô, voilà. Merci pour ces débats qui sont très nourris, avec des positions bien différentes des candidats les uns des autres. J'ai une interrogation par rapport au rôle du préfet, où là je ne suis pas très au clair, bon je ne suis pas expérimenté au niveau politique, mais le préfet n'est-il pas le porte-parole, voire le porte-décision de l'autorité cantonale? Est-ce que il y aurait peut-être une réflexion à faire sur le mandat du préfet dans le futur. Enfin, c'est vrai qu'on attendrait peut-être du préfet qu'il soit plus dans l'imagination, la création, la promotion, et puis un petit peu moins comme support ou transfert de décision de l'autorité cantonale. Voilà ma question. C'est tout le paradoxe de la fonction de préfet qui est historiquement... Alors historiquement, c'était que le représentant de l'État lorsqu'il était nommé par le gouvernement. Dans les années 70, une initiative populaire a décidé de faire en sorte que les préfets soient votés par le peuple. À partir de ce moment-là, le préfet, il a, à côté de sa casquette de représentant de l'autorité, il est devenu défenseur de sa région.
Et puis aujourd'hui, c'est clair, le préfet, il a ce rôle un peu d'équilibriste entre faire respecter la loi, ce qui vient du canton, et en même temps défendre sa population face à Fribourg, hein, dans tous les gros chantiers qu'on connaît. À ma connaissance, cette fonction du préfet n'a pas été remise en cause dans la nouvelle constitution, ça aurait pu l'être. Il y avait dans la constituante la volonté peut-être de supprimer les préfectures. On a vu durant le Covid l'utilité d'avoir cet échelon régional important, mais à ma connaissance, c'est pas amené à changer, en tout cas à court terme. Quelqu'un d'autre veut répondre? Oui, Gabriel Colli. Oui. Pour moi, la réalité du préfet, elle a changé, elle a évolué, même si dans les termes et dans la législation, c'est toujours le même. Il y a un aspect technique et juridique, on le sait, on le connaît. Mais la réalité du préfet, c'est ce moteur d'une région. Le préfet doit être le moteur d'une région. Et puis, il doit aussi avoir un certain nombre de réseaux, un certain nombre de connaissances des services de l'État pour justement faire avancer sa région. Et ça, c'est très important. Oui, alors je souligne que M. Bosson a bien défini le rôle ambivalent du préfet, mais effectivement, on ne souligne peut-être pas assez le rôle de défenseur d'une région. Je parlais de l'HFR tout à l'heure. C'est effectivement, ça peut être le rôle du préfet de défendre une infrastructure régionale. On parle de 2013, appel de Vauru, où c'était les 3 préfets du sud fribourgeois qui s'étaient réunis et qui avaient demandé au Conseil d'État de maintenir les infrastructures hospitalières dans le sud du canton. Oui, effectivement, je ne vais pas refaire redondance, mais le préfet, s'il est le représentant de l'État dans les régions, il doit être le représentant des régions pour remonter les soucis et les problèmes à l'État, puis essayer d'aller convaincre le Conseil d'État et l'État de tenir compte et de prendre en compte. Et c'est vrai que pour être préfet, il faut un certain bagage. Et je peux vous assurer qu'avec mon bagage politique, là je parle un petit peu personnellement, excusez-moi, mais avec mon bagage politique, j'ai l'expérience des communes de la région, du Grand Conseil où je suis le premier vice-président, et avec une expérience aussi dans le terrain, j'estime que j'ai pas mal d'atouts pour aller exercer l'ensemble de ces missions dans le terrain et envers l'État. Grégoire Kopski. Le préfet, c'est avant tout un magistrat, c'est un juge de droit administratif, et pour pouvoir comprendre ce qu'on signe, en fait, il faut avoir un réel bagage juridique. Parce que, honnêtement, si on fait uniquement confiance à son lieutenant de préfet, alors on peut avoir le meilleur lieutenant de préfet du monde, automatiquement, on ne peut pas rajouter une plus-value derrière. Et je crois que c'est quelque chose qui est essentiel dans ce rôle-là. Je comprends, ce n'est pas une nécessité, mais c'est une grosse plus-value de ce côté-là, qui par rapport au rôle du préfet, du moment où on n'est plus nommé par le Conseil d'État, mais choisi par la population, c'est un rôle pour défendre la population, et ça, je crois que c'est quelque chose qui est essentiel. Il y aura une révision de la loi sur les préfets au Grand Conseil, on se battra, et moi je me bats notamment dans la loi sur la mobilité pour que le préfet garde des vraies compétences, mais ce sera défini par le Grand Conseil tout bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Oui. Oui, merci. En premier lieu, j'aimerais féliciter les candidats à la préfecture. Je trouve que le débat de ce soir est très intéressant. On n'a pas toujours l'habitude, dans des débats similaires dans le canton de Fribourg, d'avoir des idées, je dirais certaines fois à l'opposé, mais d'avoir un débat démocratique. Donc félicitations à chacun d'entre vous. Ma question, elle a trait sur la durée finalement du mandat de préfet. Vous êtes des gens, pour certains, qui avaient déjà une très longue carrière politique derrière vous. Finalement, demain, est-ce que le préfet est un homme qui doit construire quelque chose? Alors, est-ce que sur 5 ans, c'est possible de construire quelque chose, ou finalement, nous devons arriver à avoir une vue sur 10 ans, même 15 ans, pour arriver finalement à des idées? On a parlé beaucoup de vision ce soir, et d'arriver à mettre en place les choses. Quel est votre avis, chacun de vous, sur cette question? J'ai l'impression que la question est adressée à M. Boutard. Comme c'est curieux. Vous parlez de l'âge. Et alors? Mais ça veut dire ça. Parce que ça veut clairement dire ceci. C'est vrai qu'à 62 ans, où je suis... C'est pas important. C'est pas important l'âge. Vous savez, on peut être jeune et avoir des idées anciennes. Ce qui est important, c'est la motivation. C'est la motivation, si vous avez regardé mon profil et si vous regardez un petit peu où je suis engagé aujourd'hui, vous comprendrez tout de suite que le travail ne fait pas peur, que pour faire tous ces engagements, il faut être au front, il faut être actif, et puis je suis prêt à l'être. Et puis, on se souvient toujours des préfets, mais on ne se souvient pas de leur durée. Oui, alors c'est clair, quand on voit ce que Patrice Dvorkar a lancé comme chantier, a réalisé en 10 ans,
Moi, sur ce débat, moi, j'ai qu'une chose à dire. Alors, ben voilà, j'ai 43 ans, ben, c'est comme ça. Ce qui est sûr, c'est que je suis... Alors, aussi, j'avais la chance d'être élu préfet. Je pourrais donner une garantie de m'engager sur le long terme et dans la continuité de Patrice Bourcard. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Bon, à la base, un préfet élu pour 5 ans. Donc on peut faire toutes les promesses du monde dans tous les sens, c'est quand même à la fin les électeurs, les Gruyériens et les Gruyériennes qui vont décider. Moi j'ai bientôt 15 ans d'expérience politique derrière moi, en tout cas 10 à un niveau cantonal. Voilà, si j'avais la chance d'être élu, ben oui, j'aimerais faire le plus longtemps possible, mais c'est quand même toujours à la fin, au bout de 5 ans, l'électeur et les électrices qui décident. Moi, je dirais simplement que l'âge n'a pas vraiment beaucoup d'importance. On peut être jeune, brillant, on peut être plus âgé, doté d'expérience, que je pense que finalement c'est la personnalité. Ce qui me gêne peut-être un petit peu plus, c'est entre guillemets, la pseudo-obligation pour un préfet d'être juriste. Et ça, je pense qu'on a des contre-exemples. Je ne vais pas faire comment dire, du dénigrement tiré sur l'ambulance, mais effectivement, ce qu'a connu le district de la Sarine pendant, je crois, 13 ans, on a eu un préfet qui était juriste, mais on connaissait on connaît toujours dans ce district une forme de juridisme assez pointilleux. On voit dans le traitement des dossiers, je répète, je suis architecte, administrateur d'établissement public, j'en ai un également en Sarine, et effectivement, je vois la différence par rapport à la Gruyère, où on avait un préfet qui n'est donc pas juriste, et où finalement, apparemment, la préfecture gère bien les dossiers, et me semble aller un peu plus, ils vont un peu plus rapidement qu'en Sarine. Donc je pense que d'être juriste n'est pas une obligation pour être préfet. C'était pas la question, mais enfin je passe quand même la parole à l'avocat de la défense en l'occurrence. Non, ça c'est clair qu'avant tout, un préfet doit avoir du souffle, on l'a montré ce soir, mais le cycle de 5 ans, en fait, il est cohérent et puis il est juste dans le sens où, au bout de 5 ans, automatiquement, les gens peuvent dire si oui ou non ils sont satisfaits des avancées, du rôle est-ce que la personne élue a eu un rôle de moteur, et je crois que c'est quelque chose de cohérent, c'est ce cycle-là qui rythme maintenant notre vie politique, et c'est quelque chose de sain et serein. Voilà, alors une dernière question dans le public qui aurait trait à un autre thème. Estelle, il faut que tu t'avances. C'est une question liée à l'HFR. On a beaucoup parlé des urgences. Je ne rejoins pas forcément le point de vue de M. Savary, parce qu'en étant infirmière, je pense que mieux vaut faire quelques kilomètres de plus pour avoir la sécurité et une bonne prise en charge. Par contre, il y a une problématique à l'heure actuelle, c'est la population vieillissante. Ces gens-là, ils errent dans les hôpitaux, et ça fait aussi augmenter les coûts de la santé. Et je pense qu'on doit se positionner là-dessus, et j'aimerais bien avoir votre point de vue. Monsieur Savary, j'ai tout à fait compris que ça aurait été mauvais. Les personnes âgées... Par rapport aux personnes âgées, c'est aussi une problématique. Ils errent dans nos hôpitaux, et puis on ne sait plus où les mettre, et c'est aussi un facteur qui fait augmenter les coûts de la santé. Donc je pense qu'il faut aussi réfléchir à ça, et pas qu'à des urgences. Oui, bon, écoutez, il y a toute la politique des EMS dans le district. On a 120 millions qui sont engagés, qui ne seront pas suffisants pour créer les 8, enfin, reprendre, on verra 8 EMS à terme, ce ne sera pas suffisant. Le maintien à domicile également qui est important, donc pour éviter des surcoûts. Et bien effectivement, il y a un échange qui doit être fait entre les structures médico-sociales et l'hôpital. Pour rejoindre ce que vous avez dit au départ, votre avis n'est pas partagé par tous vos collègues. On a des avis très très partagés au niveau du personnel soignant par rapport aux urgences. C'est clairement pas quelque chose qui est majoritaire ou minoritaire. On a eu à peu près tous les points de vue. On va pas tous les sont d'accord. Évidemment, le thème des EMS, il sera traité dans une autre, plus profondément dans un prochain débat, mais je passe très rapidement la parole à M. Bosson d'abord et M. Colli. Alors effectivement, on n'a pas pu aborder la question des EMS, mais en tout cas, dans la stratégie des EMS, on va changer fondamentalement l'enveloppe des maisons de retraite qu'on connaît aujourd'hui. Les EMS vont complètement changer avec une partie maison de retraite, c'est clair, pour le dernier stade, mais les EMS vont se développer d'autres prestations tournées vers l'extérieur qui sont justement prévues pour accueillir les personnes âgées en lieu et place d'aller dans les hôpitaux. Ce qui a été dit est tout à fait juste, et un des principaux défis sera de faire réfléchir le canton sur certains financements de lits typiquement, sauf Voltigo, des choses comme ça, des lits pour des personnes ayant des problèmes, et puis on voit qu'on a pas mal de soucis au niveau des financements. On a dû intervenir plusieurs fois au sein du Conseil d'État, et là je peux le dire, c'était les députés de tous les partis qui l'ont fait en appuyant.
justement pour amener ces financements-là. C'est un problème clair, mais je pense que la région, pour moi, va vraiment dans le bon sens avec ce qu'elle prévoit. Puis peut-être juste brièvement, je pense qu'il y a deux éléments essentiels pour la politique vieillesse. Un, c'est le soutien des proches aidants qui font un travail formidable et qui évite l'entrée en MS souvent de personnes qui ont des difficultés à être autonomes. Et puis la deuxième chose, c'est la lutte contre l'isolement. Il y a beaucoup trop de personnes âgées qui restent encore trop seules à la maison et qui ne connaissent pas les programmes d'occupation qui existent. Merci. Donc, c'est le moment de clore le débat. Merci aux 5 candidats de s'être prêtés au jeu. Donc, dernière petite question et ensuite vous pouvez aller voir les prochains. Jean-Pierre Doutin en avait pris 2. Alors, dans l'ordre, Grégoire Koupski. Non, je crois que c'est déjà lui qui avait commencé. Donc peut-être qu'on commence par Gabriel Colli, si ça t'embête pas. Très bien. Ah bah oui. Alors, une balade ou un coin préféré dans la région? C'était dans ce matin, je peux difficilement dire autre chose. C'est le col du Solitou, puis le sentier qui mène jusqu'à la Béra. C'est en dessus de Corbière. Quelle question. Puis tu le connais pas en plus. Merci. Vincent Besson. Alors, quelle est la plus grande qualité des Gruyériens? Alors pour moi, je dirais que la plus grande qualité des Gruyériens, c'est que c'est quelqu'un qui est très fier de sa région, c'est historique, hein, c'est les Gruyériens contestataires. Aujourd'hui, on entretient le mythe et on fait partie des premiers à le maintenir. C'est important d'être fier de sa région, mais ça n'empêche pas les Gruyériens d'être très ouverts quand on voit le nombre de personnes hors Gruyère que nous accueillons chaque année. Merci. Une recette gruyérienne préférée? Écoutez, je dirais la soupe de chalet, qui est populaire et qui est appréciée de presque tout le monde. Daniel Savary. Alors moi, c'est une figure gruyérienne inspirante, vivante ou non. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question je crois que dans un des journaux. Donc moi, c'est Pierre-Nicolas Chenot. Voilà, bon, c'est peut-être pas très original, mais je pense que le personnage était intéressant. C'était un entrepreneur, c'était un progressiste qui avait pris la tête finalement d'une révolte paysanne. Voilà, on retrouve peut-être le caractère, on va dire, du gruyérien qui peut-être ne se laisse pas forcément faire. Et je pense que c'est aussi important d'être critique, de toujours se remettre en cause et finalement de pouvoir se battre si on a des convictions. Et Grégoire Koupski. Oui, alors j'ai comme question votre rendez-vous favori de l'agenda gruyérien. En fait, pour moi, je pense que c'est toute nouvelle exposition du musée gruyérien. Je crois que c'est une institution formidable qu'on a ici à Bulle, qui valorise notre culture, valorise notre patrimoine, et puis on a la chance d'avoir un nouveau conservateur qui est vraiment formidable, mais il mériterait un 100%, et j'espère que la commune lui accorderait un 100% de ce côté. Petit message. Voilà, merci beaucoup. Donc, on clôt le débat et merci d'être venu. Peut-être juste un mot pour dire que en 1972, je crois, c'est le PLR ou le Parti radical à l'époque qui avait lancé l'idée de l'élection du préfet par le peuple. Je pense que c'était une bonne idée finalement, parce que quand on voit la tenue des débats de ce soir, je remercie aussi, pas sûr au fond de quand même, je remercie aussi et je félicite le comité de Bulle Jeune qui a organisé ça avec le comité des partis. Je trouve que c'était vraiment un très beau débat, je ne m'attendais pas à voir autant de monde, donc merci beaucoup à vous d'être venus ce soir et place au bar. Merci.